D'abord, merci beaucoup d'être venu pour assister à cette petite discussion. C'est pas une table ronde en fait, c'est une petite discussion entre amis, on va dire. Donc je vais commencer par demander aux personnes présentes de se présenter parce qu'ils vont le faire, je pense, mieux que moi je peux le faire. Moi je suis Zelda, donc je travaille avec Hélène Moinery en tant qu'assistante sur le projet d'école L'Anémia. Enfin, c'est plus un projet en fait, c'est une école. Sur l'école L'Anémia qui a ouvert ses portes quelque part aujourd'hui avec ce premier stage. Donc je vous laisse la parole. Voilà, donc Denis Bajram, auteur de bande dessinée, auteur de l'affiche cette année. Voilà. Je fais de la science-fiction. Voilà, vous pouvez donner peut-être des titres? Quelques titres. Alors, les gens... ma série principale s'appelle Universal War 1. Enfin, Universal War maintenant, c'est une suite. C'est la science-fiction très réaliste, assez dure, assez sombre. Voilà, j'ai la chance que ce soit un best-seller dans la bande dessinée depuis le début, donc de faire ce beau métier depuis 22 ans, 23 ans. Voilà, donc je pourrais vous parler un peu plus de parcours justement, je pense que ce sera le genre de choses très intéressantes, mais on va laisser ça pour la suite. Moi c'est Valérie Mangin, donc je suis scénariste de bande dessinée depuis 1998. Ma série principale, c'est Alix le Sénateur. Vous connaissez peut-être le Alix de Jacques Martin, la série du jeune Gaulois qui est parti vivre à Rome. Donc je fais la suite en fait. Avec moi, Alix, il est plus jeune, il a 50 ans. Bon, ça reste le même principe, ça reste du péplum. Sinon, j'écris beaucoup de science-fiction, comme de Nid ou de fantastique, de polar, de tas de choses comme ça. L'avantage d'être scénariste, c'est qu'on a plusieurs collaborations avec des dessinateurs. Et c'est un des grands avantages du métier. Et nous sommes en couple, à la scène comme à la ville. Donc, Hélène Moinery, et alors moi je suis professionnelle dessinatrice et réalisatrice dans le dessin animé, depuis 20 ans. Voilà. J'ai participé à plusieurs séries télé, même beaucoup. Totally Spies par exemple. Alors je suis beaucoup plus sur les décors que sur les personnages, quoique quelquefois ça change. J'ai aussi... Parce qu'en fait, dans le dessin animé, mais on ira dans le détail après, dans le dessin animé, il y a énormément de métiers différents. Et donc, tout est très cloisonné. Je ne dessine pas les personnages, le décor, les FX, etc. Donc, suivant les projets, je peux être sur le décor, ou sur les personnages, ou sur les FX, ou ce qu'on appelle les props, tout ce qui est accessoires, véhicules, tout ce qui va faire partie des objets qui vont être animés. Donc des séries télé, Totally Spies, Didou, Witch, Blake et les aliens, et puis un long métrage, Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, et des courts métrages que j'ai réalisés ou d'autres auxquels j'ai participé. Voilà. Jusque-là, pas de questions. D'accord. Donc on va peut-être commencer tout au début pour savoir... D'où est-ce que vient, enfin comment ça commence peut-être, Denis? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de l'envie? Comment est-ce que ça naît? Pourquoi la BD plutôt qu'une autre forme? Tous les jeunes enfants dessinent, donc comme tout le monde, j'ai dessiné très jeune. La grande différence, c'est que j'ai pas arrêté. Pourquoi je n'ai pas arrêté, ça j'aurais bien du mal à le dire. J'avais 5 sœurs, peut-être que je me suis un peu enfermé dans ma chambre. Pour garder mon autonomie. En tout cas, voilà, j'ai jamais arrêté de dessiner. J'ai eu la chance de croiser en 6e un professeur de dessin qui a compris que j'étais un petit peu plus en avance que mes camarades et qui m'a appris la perspective, qui m'a donné mes premières leçons d'anatomie, etc. Donc en fait, j'ai assez vite eu accès à des savoirs qu'on apprend en général plutôt quand on est à la fin de son adolescence. Et moi, dès le début, j'ai travaillé ce genre de choses. Ce qui fait que quand j'étais en 5e, j'ai dessinais déjà des cathédrales en perspective. J'allais chercher les plans dans les livres et je m'amusais à construire la cathédrale à partir des plans, quoi. Donc voilà, c'est le genre de choses qui font que, jusqu'à son bac, on est le meilleur dessinateur de son collège, ou de son lycée. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, je me trouvais très bon à l'époque. Et puis après, quand j'ai fait une année de maths parce que je voulais rassurer mes parents, et après les avoir pas rassurés, j'ai donc rejoint les Beaux-Arts et après les Arts Déco. Là, aux Beaux-Arts, j'ai découvert que j'étais pas le meilleur dessinateur de l'école et aux Arts Déco encore moins. Un parcours de dessinateur, c'est aussi passer d'un talent qu'on a réellement
où on est le meilleur de 10, 20, 50 personnes, et puis découvrir d'un seul coup que en fait, c'est très compliqué le dessin. Et que c'est quelque chose qui s'apprend sur des longues périodes. Voilà. La bande dessinée, ça a toujours été une passion depuis l'enfance. J'ai des petites aventures de 20 pages de Goldorak, donc c'était le dessin animé japonais de l'époque, avec des robots géants. Et à 10 ans, je faisais des petits albums de 20 pages pendant l'été. Je racontais une histoire complète de Goldorak, des trucs assez passionnants. Hein. Il sortait de son vaisseau, il tapait des gens et puis il rentrait dedans. Quoi. Voilà. Mais c'était quand même vraiment de la bande dessinée au sens où je racontais des histoires. Et depuis le départ, le dessin chez moi a toujours été rattaché à l'idée de raconter des histoires. C'est en ça que je dis toujours, je ne suis pas un dessinateur, je suis un dessinateur de bande dessinée. C'est-à-dire que je suis un dessinateur, j'utilise le dessin pour raconter des histoires, pas pour faire du dessin en soi. Et par exemple, je ne fais pas partie de ces gens qui vont faire des croquis sans arrêt. Si j'ai pas de raison, si j'ai pas quelque chose à raconter avec cette image, je vais difficilement la créer. Quoi. Voilà, donc ça c'est un parcours. Après, je pense qu'on reviendra sur la partie études précisément. Oui, voilà. après on va développer une réflexion. Mon parcours est un peu différent parce que, comme Denis dit, tous les enfants dessinent, beaucoup arrêtent. Moi, je suis partie de ceux qui ont arrêté tout de suite parce que j'étais même pas la meilleure dessinatrice de mon école, donc je me suis dit que ça valait vraiment pas la peine d'assister. Mais par contre, j'ai toujours beaucoup aimé les bandes dessinées, j'en ai toujours énormément lu, et c'est quelque chose qui m'est resté à l'enfance puis à l'adolescence. En fait, ça, j'ai pas arrêté, contrairement au reste. Et arrivé jeune adulte, ne dessinant pas, je me suis dit qu'a priori les métiers de l'image n'étaient pas faits pour moi, à tort. Et je me suis orientée vers ma seconde grande passion qui était l'histoire. Donc je suis en classe préparatoire, je suis intégrée à l'école des Chartes qui vise à former des archivistes et des bibliothécaires et des conservateurs de musées. Et parallèlement à ça, j'ai vraiment toujours été attirée par la bande dessinée, je suis restée une grosse lectrice. Et il se trouve que j'ai basculé vers un peu la collectionnite et je suis allée en séance dédicace rencontrer des dessinateurs. Et parmi les dessinateurs que j'ai rencontrés, il y avait donc Denis, avec qui j'ai sympathisé, puisque vous l'avez deviné, puisqu'il s'est marié finalement, mais qui m'a ramené aussi un peu à la bande dessinée, qui m'a aidé à passer à l'acte finalement entre le fait d'être lectrice et le fait de devenir scénariste. C'est lui qui m'a fait comprendre que, lui et d'autres dessinateurs que j'ai rencontrés autour de lui évidemment, qu'on n'avait pas forcément besoin de savoir dessiner pour raconter des histoires en images. C'est un peu ça que j'apporte moi aux dessinateurs, c'est le fait de pouvoir avoir un récit. Vous verrez, si vous continuez dans le dessin, vous avez parfois beaucoup d'envie de dessin, mais sans savoir vraiment quoi faire avec ce dessin. Et c'est là que le scénariste intervient, évidemment, vous apporter une histoire. Merci. Et Hélène ? Alors, moi, comme Denis, je dessine depuis toute petite, et effectivement, j'étais aussi la dessinatrice au collège, voilà. Mais j'avais aussi beaucoup d'autres pratiques artistiques que j'investissais aussi beaucoup. Je faisais de la musique. Donc beaucoup de musique de piano, de flûte traversière, d'orchestre, de chorale, enfin bref, et de la danse énormément aussi. Et j'allais de l'un à l'autre, je savais pas, les trois me plaisaient. Et puis en fait, au lycée, en terminale, le gros choix était de décider. Alors j'étais quand même au lycée en série A3, mais musique. Et là, en terminale, il fallait vraiment choisir, je vais faire de la musique, je vais faire de la danse ou je vais faire du dessin. Ça a été vraiment un gros dilemme. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était plus raisonnable d'aller vers la musique. Ça me paraissait des études plus cadrées, plus structurées, qui allaient potentiellement plus facilement m'amener à un métier dont j'allais pouvoir vivre. Alors que je me disais, les beaux-arts, je me disais vivre... Alors, j'étais plutôt pas forcément... j'aimais beaucoup la BD, je faisais de la BD aussi. J'avais rencontré à l'époque, il y avait Jean-Claude Fournier qui était à Rennes. Donc, j'étais allée le voir. Je faisais des concours de dessin, de BD, mais aussi de peinture, l'aquarelle, l'acrylique, les grands formats me plaisaient aussi. Complètement en autodidacte ou avec les profs d'art plastique qu'il y avait au collège ou au lycée. Et donc voilà, ce choix, et mes beaux-arts, je me disais, peindre, ça me plaisait énormément, mais je me disais, c'est pas réaliste, je pourrais pas en vivre. La danse, pour être vraiment interprète, c'était déjà trop tard, parce que c'était vraiment la danse classique, donc là, à moins d'avoir un haut niveau, passer par l'opéra ou d'autres grandes écoles, voilà. Donc en fait, le choix que j'ai fait, c'est de rentrer en fac de musique. Et je finançais en même temps mes études en donnant des cours de danse. Donc du coup, j'ai eu un DE en danse. Et je continuais de dessiner et de peindre surtout. À l'époque, je faisais des expos de tableaux
assez réaliste. J'aimais bien le réalisme, l'hyper-réalisme américain. Et puis à la fin de mes études de musique, quand on arrive en maîtrise, en fait, on doit produire un mémoire. Et puis là, il fallait que je trouve un sujet. Alors, j'avais suivi quelques cours de cinéma avec Jean-Pierre Berthomé. Et puis, il y a plusieurs amis dans mon entourage qui étaient aussi dans le cinéma et qui m'ont dit « Mais attends, t'as toujours le dessin, peut-être renseigne-toi, le dessin animé, il y a peut-être un sujet, la musique de dessin animé. » Donc, j'ai commencé à ouvrir les bouquins d'histoire du cinéma où il y avait un petit chapitre cinéma d'animation et je me suis rendu compte qu'il y avait des grands compositeurs qui avaient écrit pour l'animation, pour les auteurs d'animation. Et de fil en aiguille, mon directeur de recherche, Jean-Pierre Berthomé, qui était dans le cinéma, était ami avec Paul Grimaud. Donc, Paul Grimaud, c'est le réalisateur du Roi et l'Oiseau. Et en fait, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les musiques des films de Paul Grimaud. Et donc, le gros, c'est Le Roi et l'Oiseau, avec Quillard, qui avait composé toute la musique. Du coup, j'ai vu les travaux et les dessins de Paul Grimaud, mais je suis aussi allée visiter des studios. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une école de dessin animé. On pouvait apprendre le dessin animé. Bon, donc, en fait, j'ai fini le mémoire, j'ai tenté le concours des Gobelins et que j'ai eu la chance. J'étais sur un petit nuage. Voilà, et ma vie a bifurqué en rentrant au Gobelins. Et puis le dessin animé, en fait, je voyais aussi un art qui allait rassembler justement le mouvement que j'avais avec la danse, la musique, parce qu'il y a du son, la narration, effectivement, qui en fait partie, et puis le dessin. Tout ça, ça allait pouvoir rentrer et être cohérent. Merci. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a personne qui s'est dit je vais me former là-dedans et travailler là-dedans. C'est quelque chose qui se construit. En général, on a plusieurs passions. Moi, j'ai aussi eu la musique. J'ai aussi fait beaucoup de musique. Dans les années 90, quand j'étais étudiant en Arts Déco, à côté, j'avais des groupes. Et à un moment, je me suis vraiment demandé si j'allais pas partir dans le rock définitivement, quoi. Surtout que je faisais un peu de production déjà, des choses comme ça. Donc il y avait... en général, quand on a une fibre artistique, ça déborde un peu de partout. C'est-à-dire que ça cherche le moyen de sortir. Et quand ça trouve pas, ça bloque son délire. Valérie n'était pas très heureuse à l'école des Chartes parce qu'en fait, une des parties des choses qui l'avait poussée à faire du latin et ce genre de choses, c'était cette envie de créer. C'est ça, c'était un peu, à la limite, plus le sens de l'épique, de l'épopée antique, des choses comme ça, l'envie de raconter de grandes histoires. Que je pouvais retrouver, et c'est vrai que Denis m'a vraiment donné l'occasion. Quand on s'est rencontrés, j'ai bien compris qu'une partie des déceptions sur ces études venait du fait que justement ça n'arrivait pas à sortir et qu'il y avait quelque chose là qui voulait sortir absolument. Une espèce de monstre artistique en nous. On a entendu une illustratrice, une auteure pour jeunesse qui parlait c'était d'une fenêtre qui s'ouvre, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est vraiment ça, une espèce de petite chose qui la tête est ouverte, c'est fini, ça va sortir, quoi. Et ça cherche vraiment le moyen de sortir. Alors après, fondamentalement, tous les arts peuvent apporter le bonheur d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que quand on a 10 ans qu'on pense qu'il y a des arts supérieurs à d'autres ou quand on est très snob. Mais moi, ça cherchait son chemin et donc il y avait la bande dessinée, il y avait la programmation parce qu'en fait, on était au tout début de l'informatique et j'ai commencé à programmer des jeux vidéo quand j'avais 10 ans sur mes petits ordinateurs. Je me souviens avoir programmé un petit jeu de Star Wars, alors j'avais même pas vu Star Wars. Et il y avait, c'était le côté créatif de l'informatique déjà qui voulait sortir. Donc il y avait la musique. Donc pendant que j'étais aux Arts Déco, j'avais des groupes de musique, mais aussi pendant que j'étais aux Arts. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où moi j'ai fait les Beaux-Arts, une bonne partie des Beaux-Arts de France étaient opposés à la pratique du dessin et de la peinture réaliste. On était dans une époque où seul l'art contemporain et particulièrement l'art conceptuel était autorisé. Et quand j'ai présenté mon dossier au concours de l'école des Beaux-Arts de Caen, on m'a très gentiment fait comprendre que ce serait bien que j'arrête de dessiner. Mais qu'ils allaient m'apprendre plein de choses passionnantes. Alors ils m'ont appris plein de choses passionnantes, c'est vrai. J'ai appris à aimer l'art contemporain, et pour des bonnes raisons, etc. Et j'ai continué à dessiner en cachette des Beaux-Arts, donc en créant des fanzines, qui étaient des revues amateurs, en rejoignant au début des fanzines, puis après en créant, et en parallèle à toutes mes études, j'ai toujours eu ces revues amateurs, qui seraient maintenant ce qu'on pourrait faire en créant des sites web
collectif entre personnes qui ont envie de faire de la BD pour montrer son travail, mais aussi quand c'est des collectifs, on échange beaucoup sur le travail des autres. C'est quelque part l'intérêt du travail d'atelier, qui est de travailler chacun sur ses projets, mais avec le regard et les échanges avec les autres qui viennent vraiment nourrir, en tout cas et particulièrement pendant les périodes d'apprentissage. Et donc quand je suis parti aux Arts Déco à Paris, alors les Arts Déco c'est une école comme les Gobelins extrêmement difficile d'accès. Les Arts Déco, je crois que l'année où j'y suis entré, il y avait 2000 ou 3000 personnes pour 80 places au concours. Mais une fois qu'on est dedans, c'est assez magique. Parce qu'en fait, cette sélection n'empêche pas qu'il y ait quelques nuls qui rentrent, on se demande toujours comment, mais il y en a. Mais la majorité des gens sont très brillants. Et on se retrouve donc dans cette ambiance d'atelier entre gens brillants et tous les voisins de table ont des choses à nous apporter, autant que les profs en fait. Et on se nourrit comme ça des passions des uns les autres. Et puis alors, il y en a toujours un qui est meilleur dans un domaine et on est là, ah, comment il fait? Je veux être aussi bon que ça. Donc c'est très dynamisant, on va très très loin. Et alors aux Arts Déco, pareil, j'ai rien trouvé côté bande dessinée, il n'y avait pas de section bande dessinée. Et à l'époque, la section la plus brillante de l'école, brillante au sens pas obligatoirement la plus techniquement brillante, mais c'était une section qu'on voyait qu'elle dans l'école parce qu'elle était très dynamique à l'époque, c'était la scénographie. Alors la scénographie, c'est l'art de la scène, du décor de scène, mais plus que ça, de la lumière, de la mise en son d'une scène de théâtre, mais aussi de la scénographie des musées, c'est-à-dire la construction des parcours d'exposition, une certaine narration des expositions. On travaille aussi, on peut travailler même en entreprise. Moi, j'ai fait de la scénographie pour des groupes automobiles, pour des stands, dans des salons de l'auto, etc. Et je suis rentré là-dedans parce qu'en fait, c'était comme ça brillait, c'était excitant. Et on voit bien que voilà, cette envie de faire de l'art ou des pratiques artistiques, parce que c'était pas obligatoirement de l'art au sens plein, c'est-à-dire moi, disons des choses sur l'univers, mais c'était en tout cas l'envie d'avoir des pratiques artistiques. Elle est partie vers la scénographie. Puis alors c'était génial parce que comme on faisait du son, il y avait un studio son. Donc avec mes groupes, on pouvait utiliser le matériel et donc il y avait cette espèce de tout se réunissait comme ça. Et j'ai fini par claquer la porte de la section scénographie au bout de 4 ans parce que je me suis engueulé avec son directeur. Et je suis reparti finalement en graphisme illustration pour une dernière année aux Arts Déco. Et dans ce cadre-là, je me suis retrouvé finalement à faire de la direction artistique dans le groupe Hachette, dans l'édition jeunesse. Donc comme quoi, vous voyez, hein, c'est... Ouh. Oui, au fil des rencontres voilà. aussi. Et dans ces écoles, ces bonnes écoles-là, on apprend des tonnes de savoirs, mais on fait surtout des rencontres. Et finalement, quand on regarde de près, ça a plus été des rencontres que les savoirs qui m'ont emmené à différents endroits. C'est ce que j'allais dire. Je pense que dans les trois aussi, il y a ça. Ben, vous avez parlé à un moment donné de vous isoler dans votre chambre. Je pense que c'est important aussi. C'est aussi les personnes qu'on va croiser sur le chemin qui... Quand on a envie de faire une pratique artistique, il faut vraiment faire des rencontres. La moitié des enjeux sont là. Alors elles sont des enjeux de rencontre des gens qui vraiment nous donnent un éclairage sur le sens de tout ça. Mais ça peut être aussi des rencontres simplement de réseaux professionnels, de commencer à pratiquer vraiment une activité de manière professionnelle, ce qui change totalement la vision d'une pratique artistique. Hein. Oui. Tout se passe par les rencontres et la négociation entre ces moments où on se replie sur soi pour faire sa petite œuvre à soi et ces moments où on est avec d'autres gens, etc. Voilà, et donc après directeur artistique, je me suis retrouvé à gagner très bien ma vie. Et c'est amusant parce qu'en fait, je me souviens très bien un matin. Alors j'avais un atelier à l'époque où je fais toujours un peu de bande dessinée en parallèle, donc dans les fanzines, comme je disais, ces revues amateurs. Et puis j'avais en tête l'idée de faire mon album, mais c'était devenu très flou. Et j'avais quand même un atelier avec un autre auteur de bande dessinée qui s'appelle Mathieu Laufray, que les amateurs de BD doivent connaître. Et je me souviens très bien un jour, en passant un matin, j'ai réalisé que j'étais en train de trop bien gagner ma vie. Et, à diriger le travail des autres, parce que la direction artistique, c'est vraiment prendre le travail des autres auteurs, les guider, maqueter tout ça. Et en fait, j'étais en train de faire de l'argent en vendant le travail artistique des autres. Et je me suis dit, toi, mon garçon, t'as pas fait tout ça pour ça, quoi. Parce qu'il y a un problème, c'est quand on s'installe trop bien dans une activité dans la vie, c'est très dur après de trouver le temps, surtout que c'était vraiment passionnant par beaucoup de côtés. Hein. C'est dur de trouver le temps de continuer ces pratiques artistiques, surtout si on veut les amener à un niveau, entre guillemets, professionnel. Et j'ai démissionné d'Hachette pour me remettre à la bande dessinée. J'ai fait le forcing et j'ai signé chez Delcourt et c'est comme ça que j'ai basculé dans la bande dessinée. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que mes plus vieux souvenirs de pratiques artistiques sont dans la bande dessinée. C'est ces petits albums. Parce que voilà, ça me prenait 2 mois d'été complets, les vacances scolaires, enfermé, alors qu'on allait en camping à l'époque, enfermé dans la caravane, 60 degrés à l'ombre.
ce qu'il vous reste à Voilà. faire. Et à dessiner. Et en fait, c'est le plus vieux souvenir. J'ai moins de souvenirs de piano, de trucs comme ça. J'ai ces souvenirs-là. Et je suis revenu, en fait, mais à un moment, en sentant que qu'il fallait faire un choix. Alors, la musique, j'ai vraiment hésité. Mais alors, en musique, je n'avais pas encore compris. Alors, disons qu'en musique, je me disais, si ton groupe marche, si un de tes groupes marche, tu vas devenir célèbre. Et la dernière chose qui m'intéressait dans le métier artistique, c'était la célébrité. Et si tes groupes ne marchent pas, tu vas devenir crève la faim, ce qui n'est pas sympa non plus. Donc en fait, la réussite me condamnait à la célébrité, et il fallait la réussite pour espérer continuer à faire mes pratiques. Et je me suis vraiment dit, c'est une équation qui ne me plaît pas, quoi. Alors qu'en bande dessinée, soyons honnêtes, on peut vendre 200 000 bouquins et sans qu'on connaisse notre tête. Je ne sais pas si un seul parmi vous connaît la tête d'Ugarzo, le dessinateur d'Astérix, 8 millions d'albums tous les ans. Hein. C'est un des plus gros vendeurs de livres au monde et on ne connaît même pas sa tête. Enfin, moi je la connais, mais la grande majorité des gens le croisent dans la rue, Monsieur Ugarzo, ne diront pas « le papa d'Astérix ». Et c'est bien parce que, bon, on peut vouloir être une vedette, hein, c'est autre chose, mais si ce qui nous intéresse c'est la pratique artistique, tant mieux si on n'est pas connu pour elle, que ce soit notre travail qui soit connu, moi ça m'arrange. Voilà, et donc c'est comme ça que le dernier aiguillage a été choisi et que finalement j'ai abouti à la BD. On voit ça c'est intéressant quand on se pose la question, s'il y en a ici qui se posent la question de devenir artiste, c'est de réaliser qu'en fait vous n'avez aucune idée d'où vous allez atterrir. Et là c'est très intéressant, il y a deux cas comme ça où on a vraiment le grand n'importe quoi, on part beaucoup de côté. Et en fait, mais allez-y, foncez, puisque vous ne savez pas où vous allez atterrir, allez-y. C'est inquiétant, justement. Enfin, ça me fait. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que pour les familles, enfin, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus en famille. Je ne sais pas si les parents ils sont rassurés par le fait de savoir que les enfants, on ne sait pas du tout. Eh bien, artiste, et particulièrement dans l'artiste au sens. Justement, l'artiste peintre, ce genre de choses, c'est des métiers assez risqués. Les artistes un peu plus appliqués, que ce soit dans la bande dessinée, le dessin animé, etc., ce qui compte, c'est de développer son tempérament et ses personnalités. Si ça, on y arrive, alors on aura du travail. Et on n'aura peut-être pas le travail à l'endroit qu'on avait prévu. Mais, alors après, la question, c'est le tempérament. On aura du travail, en tout cas, les premiers boulots, on les aura. Enfin, après, il faudra durer. Ça, c'est une seconde partie dont on pourra parler. C'est de faire une longue carrière. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des pratiques artistiques et qui, à un moment, passent dans l'encadrement artistique, forment d'autres gens, deviennent profs ou deviennent producteurs, c'est-à-dire directeur artistique chez Hachette, par exemple, ce que j'aurais pu être, etc. Après, il y a tous les autres métiers autour. Quand on fait de la musique, on peut finalement terminer derrière la table de mixage. Hein, et on est plutôt mieux payé que les trois quarts des groupes, hein, parce que ça, c'est les métiers les plus stables. Il faut se dire quand on est parent, que ce qui compte, c'est que ces enfants, ils y aillent à fond. S'ils y vont à fond, il se passera quelque chose. Parce qu'on est dans une société qui mange matin, midi et soir du loisir et de la culture. En tout cas, de la culture industrielle, ça c'est sûr. Et mon papa, qui était ingénieur et chef d'entreprise, avait été très inquiet à l'idée que je parte vers des métiers artistiques. Et c'est pour ça que j'ai fait une première année de maths. Et il m'a dit, une dizaine d'années après, très gentiment, qu'il n'avait pas réalisé à l'époque que quand il y avait une crise, les gens avaient besoin de loisirs, parce qu'il fallait se détendre. Donc quand tout allait bien, ils avaient les moyens d'aller vers le loisir. Que dans les deux situations, on était dans des sociétés qui réclamaient énormément le loisir, et aller vers le loisir et la culture, c'était des endroits qui finalement étaient moins menacés par les effets de crise que ce qu'on pourrait imaginer. Alors qu'en effet, en parents pragmatiques, on se dit, oula, il faut que mon fils ait un vrai métier. Voilà. Alors après, il faut avoir le tempérament. Hein. C'est pas offert à tout le monde de résister à cet effet de changement de voie permanent. Il y a des fois, on est face au néant. Hein. Ça, je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours. Mais il n'y a que votre enthousiasme qui compte. Ça marche, ça, voilà, enthousiasme et boulot. Moi, je suis à 80 heures par semaine. Voilà. Les vacances, c'est tous les 4 ans ? Tous les 4 ans, à peu près. Voilà. C'est vrai que le plus gros problème, qui est aussi le plus gros avantage d'une carrière artistique, c'est que vous êtes dans l'incertitude constamment. Et ça veut dire que, effectivement, vous ne savez pas où vous irez, mais en même temps, tout est ouvert, vous êtes totalement libre, quoi. Donc si vous êtes sur un tempérament assez autonome, assez indépendant, vous voulez vraiment faire ce que vous souhaitez, ça peut être vraiment un moyen de s'épanouir. Après, effectivement, si l'incertitude vous panique, une carrière artistique, c'est pas forcément pour vous, quoi. C'est vraiment une question de tempérament. Mais quand on passe 30 ans dans la même usine, le jour où l'usine ferme, on est balayé. C'est ce que j'allais dire. En période de crise, on voit bien qu'il y a
finalement beaucoup de professions qui connaissent aussi cette incertitude que connaissent les artistes. Et au contraire des autres, les artistes ont l'habitude de cette incertitude. De s'adapter, de traverser la crise. De rebondir, de chercher... On apprend ça dans les écoles, d'une manière ou d'une autre. Parce que même, moi je sais quand j'ai débarqué au Beaux-Arts, j'ai fait mais c'est quoi cette manière d'enseigner quoi. Et, on venait pas, on nous disait rien. Il y avait un côté, mais eux. Et à un moment, on est obligé de se prendre en main. Hein. Autrement, il y a rien. Il s'est passé un mois, il ne s'est rien passé. Et nous qui sommes auteurs de bande dessinée, par exemple, il faut constamment aller chercher les contrats. Quand on crée une série, qu'on l'écrive ou qu'on la dessine, il faut démarcher les éditeurs, il faut trouver des collaborateurs, trouver un scénariste, trouver un dessinateur. Il faut constamment se prendre en main, constamment agir, constamment aller de l'avant. Un auteur de BD moyen change de patron tous les 1 ou 2 ans, de fait. L'art de rien, à la fin, il en connaît 10, et quand il y en a un avec qui il se fâche, il en reste 9. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de métiers. Donc on voit ce qui pourrait être un inconvénient dans une société qui devient de plus en plus concurrentielle, ultra-libérale. En fait, les artistes sont souvent très bien préparés à résister à ce libéralisme fort. Donc en fait, pour les parents, c'est le côté rassurant, c'est que s'il y a, tel que s'orientent les sociétés aujourd'hui, l'artiste, il est ubérisé depuis 2 siècles. Hein. Donc il vit souvent pauvrement, mais il s'en sort, lui. Il ne termine pas dans les minima sociaux parce qu'à un moment, ce qu'il faisait, c'est volatiliser, il ne sait même pas pourquoi. Il n'a aucune responsabilité dans l'accident qui lui arrive. Et c'est parce qu'à l'autre bout de la planète, il y a quelqu'un qui a tourné un curseur financier. Au moins, voilà, on a appris tous à se débrouiller. Et je pense que tu n'aurais pas prévu d'ouvrir une école d'animation il y a encore 10 ans. Mais j'aurais bu ou quoi. Enfin voilà, moi parfois quand je vois les trucs qui se sont passés, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et comme c'est la passion qui nous guide, en fait, c'est toujours des nouveaux projets qui sont tous plus passionnants que les uns que les autres. Savoir réagir en fait par rapport à ce que le destin vous propose quelque part. Oui, c'est les gens qu'on croise, encore une fois, le destin, le moment, les problèmes économiques. Hein. On peut croiser un gros problème économique, on rebondit. Il faut trouver une solution, on la trouvera. Puis ça tombe bien, comme on s'est épanoui, on a des amis, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ci. Il y a des années où on a un mal de chien à remplir le frigo, et puis 3 ans après, il y a du saumon dedans, on ne sait même pas pourquoi. Enfin, en fait, quand on parle de créativité, c'est exponentiel. En fait, j'avais quelqu'un qui me disait « Mais comment tu fais, Hélène, pour avoir autant d'idées ?» Mais en fait, mon travail, c'est d'en avoir. Et plus on en cherche, plus on en a. Et plus les projets, en fait, ça se nourrit. C'est un muscle. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on rebondit, on apprend à rebondir, mais aussi parce que on a appris ça fait partie du métier. Et on a toujours jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on veut. Oui. Donc au moment où il y a un truc qui s'arrête, on passe au reste de ce qu'on voulait faire. Voilà, finalement, c'est pas la moitié. Ah bon, tant pis. J'ai encore ça qui était sur le planning. Voilà, il y a un côté... C'est vrai que les réseaux se développent très vite. On est souvent en contact avec énormément de gens et on a toujours, c'est vrai, quelqu'un qui a besoin de nous pour quelque chose ou une autre. Dès qu'on est, à moins d'être totalement incompétent ou totalement insupportable, et encore, parce que c'est partie du tempérament artistique, paraît-il. Même droit d'être insupportable. Même droit d'être insupportable. Donc à moins d'être vraiment totalement incompétent... Et encore. Et encore. Non mais il y a même une partie de ces gens, il y a une partie des artistes qui ne sont pas vraiment doués, et qui ont développé cette capacité de survie, qui finalement accompagnent les d'autres artistes. Dans un dessin animé, tout le monde n'est pas un génie du dessin. Hein. Il en faut, hein, parce que c'est eux qui vont assurer la qualité. Puis quand on regarde de près, il y a plein de postes qui sont remplis par des gens qui aiment ça, qui n'ont jamais réussi à atteindre le niveau qu'il aurait fallu pour pouvoir être ou animateur principal, ou faire de la BD à côté, ou de l'illustration, etc. Mais qui finalement travaillent quand même, on les reconnaît parce que quand ils font les décors, c'est toujours super bien fini, etc. Et qui ont développé des métiers plus artisanaux et moins artistiques, mais qui sont là à l'endroit où ils voudraient, avec des discussions autour de trucs qui les passionnent, et c'est quand même assez génial. Parce que ça, faut être honnête, c'est 80 heures par semaine, c'est pas de vacances, mais c'est aussi parce que sur ces 80 heures, il y en a 60 qui sont géniales. C'est déjà énorme. Faire 35 heures par semaine absolument passionnante, c'est vrai que derrière on peut s'en enfiler 20 ou 30 moins bien. Hein, le travail est du travail parce que c'est épuisant hein, souvent, mais n'est pas du travail au sens où on l'entendrait dans l'industrie évidemment.
Et pour revenir aux familles, justement, Hélène, dans ta famille, c'est toi. Dans ta famille, est-ce que c'était un contexte Alors moi, particulier c'était encouragé. Alors je suis pas du tout d'une famille artistique. Alors on est 4 sœurs. On est toutes parties quasiment dans des métiers artistiques. Ma sœur aînée, professeure de danse classique. La deuxième qui est comédienne et metteur en scène et qui écrit aussi et qui joue ses propres spectacles jeune public de marionnettes. Moi, et la quatrième qui, elle, est partie plus vers la petite enfance, les métiers de l'éducation de crèche, mais qui est aussi violoncelliste. Elle a gardé ça en passion, voilà, à côté. Mais j'avais des parents qui étaient une petite entreprise de travaux publics, donc c'était pas du tout forcément le contexte artistique qui prédominait. Mais en revanche, ils aimaient beaucoup ça et ils nous ont toutes encouragées, toutes les 4. C'est pour ça aussi que j'ai été inscrite au cours de piano à 6 ans et à la danse. Et voilà, c'était vraiment... bon, je sais pas d'où ça leur est venu, mais je crois que ça leur a pas fait peur, en fait, qu'on se dirige toutes vers ces métiers-là. C'était même vraiment encouragé. Donc, de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'aucun frein. Et c'est ma mère qui m'inscrivait au concours de peinture, concours de BD. C'est elle qui m'a emmenée voir Jean-Claude Fournier. Et voilà, ça pour ça. Donc j'ai été mise en confiance vraiment très vite. Et après, c'était plutôt qu'est-ce que je vais vers où je vais aller. Donc, et dans vos connaissances, les personnes avec qui vous avez fait vos études ou avec qui vous travaillez, est-ce qu'il y a des gens qui ont malgré moins de soutien ou moins d'encouragement au niveau de la famille et qui... Moi j'ai connu... quand même oui. J'en ai connu franchement avec des milieux où il y en a un, ses parents étaient agriculteurs taiseux, agriculteurs pauvres en plus, vraiment, ce truc-là est sorti en lui, on ne sait pas très bien pourquoi. Il a dû se battre plus que les autres, parce qu'il lui manquait même un vernis culturel qu'on acquiert dans les familles bourgeoises, par exemple, etc. Tout ça, on se rend compte qu'on est des milieux un peu plus favorisés, tout ça aide à ces moments-là. Mais il y est arrivé, aujourd'hui, il fait des expositions d'art contemporain. Donc Il reste une certaine incompréhension malgré tout souvent. Mais oui, ça. En général, les parents ou sont très positifs ou acceptent, mais il reste quand même une certaine incompréhension. Il faut dire que lui s'est affiché homosexuel derrière, ce qui a été le choc de plus. Donc c'est toute une rupture, mais voilà, il a dû un peu se battre contre sa famille. Finalement, ses parents l'ont heureusement accepté tel qu'il était à tout niveau. Et je me souviens très bien, on était aux Beaux-Arts ensemble, il a eu le concours des Arts Déco, tout a été plus dur pour lui parce que oui, il remontait des pentes sur pas mal de terrain, surtout que les parents ne pouvaient pas payer les études, mais heureusement, voilà, il y a un moment aussi quand on se bat, on obtient des bourses, enfin on est dans un pays merveilleux pour étudier. C'est très très dur et ça n'a jamais été aussi dur et en même temps, il suffit d'aller faire un tour aux États-Unis pour savoir que c'est facile ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment envie ici, il peut étudier, il y a des écoles partout, si vraiment on n'a pas d'argent, il y a des écoles publiques. Alors là, évidemment, les places sont super chères, donc il faut se battre plus. Mais c'est vraiment là, c'est une histoire d'envie et de travail. Si vraiment on y croit et qu'on travaille comme un fou, je pense vraiment qu'on peut y arriver. Après, le milieu, je parle pour la bande dessinée, en tout cas, c'est un milieu qui est assez accueillant, même s'il est concurrentiel, évidemment, puisqu'on est tous sur le même secteur. En général, les auteurs en place sont assez contents de voir de nouveaux arrivants et assez bienveillants et aident les nouveaux. C'est pas un métier où on pourrait essayer de descendre quelqu'un parce qu'on connaît son talent et qu'on y voit immédiatement un concurrent qui peut prendre notre place. C'est quand même des milieux où on est content de voir des gens apporter des nouveautés, un peu de fraîcheur, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Alors après, en bande dessinée, aujourd'hui, on est en crise. C'est-à-dire qu'on est passé d'un métier où il y avait une classe moyenne de professionnels très importante. Et cette classe moyenne est en train de se faire précariser parce qu'il y a eu une augmentation du nombre de titres et du nombre d'auteurs, donc très importante, entre autres parce qu'on a créé plein d'écoles de bande dessinée. Quand j'ai commencé, il y avait une section de 15 élèves aux Beaux-Arts d'Angoulême. Aujourd'hui, il doit y avoir 200 étudiants qui sortent de ces écoles tous les ans. Donc 200 personnes qui arrivent dans un endroit où il y a 4000 créateurs ou 5000 créateurs, c'est énorme. Et il y a tous les ans de plus en plus de livres qui sont sortis. Et aujourd'hui, ça devient dur de vivre de la bande dessinée. Mais
il y en a une partie, ils sont profs à côté, ils font du dessin animé, ils font de l'illustration, ils travaillent pour la pub, etc. Si aujourd'hui ces gens qui ont beaucoup de difficultés dans la bande dessinée continuent à en faire quand même, c'est parce que les métiers artistiques justement sont communs à plein de choses, et que quand on a ce tempérament-là, à moins d'être complètement omnibilé par un seul but, on peut naviguer et trouver des solutions économiques, etc. Et il y a vraiment des moments où c'est très dur. Nous, on a été épargnés depuis 20 ans par nos succès de ces conditions-là, mais on s'occupe du syndicat des auteurs de bande dessinée, donc on connaît très très bien cette problématique-là. Aujourd'hui, en bande dessinée, on a la moitié des auteurs qui sont sous l'équivalent du SMIC, et un tiers sous le seuil de pauvreté. Donc c'est des métiers très durs. Mais en même temps, il y en a donc la moitié qui est au-dessus. Et voilà, c'est un métier artistique, c'est-à-dire que tout le monde ne s'accomplit pas dans un art. Pourquoi à un moment on rencontre un public, là, on est dans la fameuse magie du succès. Il y a un moment, voilà, on ne peut pas non plus nier qu'il y a cette espèce de... On peut être, il y a des gens que je considère comme nettement meilleurs dessinateurs que moi qui n'ont jamais réussi à vendre un livre. Et il y a quelques gros nuls qu'on en vendu plus, quoi. Voilà, c'est le. Il y a un élément de. Oui, qu'on maîtrise pas. Faut être là au bon moment avec la bonne chose déjà pour avoir du succès. Voilà, donc c'est bien la multiplication des pratiques et l'ouverture qu'on a en tant qu'artiste à toutes les pratiques artistiques qui augmentent nos chances d'avoir du travail le plus longtemps possible. Il n'y a rien de pire que de se former à une chose, uniquement à une chose, d'être omnubilé. Je serai designer de vaisseau dans le jeu vidéo. Si j'arrive pas à ça, je meurs. Il y a des fortes chances de mourir, faut être honnête. C'est question de probabilité. Voilà. Alors que si on devient designer un peu global, on est prêt à faire des voitures compagnie, on va pouvoir bosser dans le jeu vidéo, dans le dessin animé, dépanner des gens dans la BD, ce qui fait que finalement on va peut-être se mettre à faire plus de personnages et un jour faire de la BD, et puis le surlendemain se retrouver à faire des affiches publicitaires voilà, enfin tous ces métiers créatifs sont très, très ouverts tant qu'on est ouvert soi. Voilà. Entre eux Oui. Non, c'est des milieux clos, mais si soit on est ouvert, c'est des milieux... Dans ces milieux, il y a toujours des gens qui travaillent dans d'autres milieux. Oui, c'est ça. Il faut créer soi-même les liens, c'est les passerelles. Les rencontres, on en parlait. Le réseau est indispensable. Voilà. Oui. Il n'y a rien de pire que de rester enfermé chez soi, à faire ses petits dessins dans son coin. Il doit y avoir 10% des gens qui travaillent dans le dessin animé qui ont pour fantasme d'être auteurs de BD. Et il y en a qui le sont. Et il y en a qui le sont, les deux. Voilà. Il y en a qui font les deux, qui font donc pas beaucoup d'albums, en plus, quand ils font de la BD, c'est genre, je m'en fiche de vendre des bouquins, je fais le bouquin parfait parce que c'est le dessin animé qui paye ma vie. Voilà. Il y en a une partie qui sont des velléitaires dans le dessin animé, qui voudraient faire de la bande dessinée, mais ça veut dire sortir de leur zone de confort à des moments. Alors là, ils ne le font pas. Voilà. Et puis à l'inverse, il y a dans la bande dessinée, c'est toujours très drôle, il y a aussi 10% des gens qui font de la bande dessinée qui auraient voulu être animateurs de dessin animé et qui n'ont pas réussi. Voilà, et qui sur l'un côté sont malheureux, leur rêve c'était de rentrer chez Disney. Ils n'ont jamais réussi, et puis c'est comme ça. Bon. C'est des recettes, en fait, à vous écouter, on a l'impression que chacun a sa recette un peu individuelle. Chacun a son chemin. Oui, son chemin, c'est vrai. Les ingrédients différents. C'est les rencontres qui font qu'on rentre dans un réseau. Il y a l'envie, effectivement, de départ, et les rencontres qui font qu'on va plus rencontrer les gens du réseau du dessin animé, ou de la BD, ou de l'illustration, ou du graphisme. Et alors que après, c'est à nous de pas rester dans un seul cercle. Ouais. On a intérêt. C'est comme travailler toute sa vie dans une seule usine, on dépend totalement de l'existence de l'usine. Ouais. Et en art, c'est tout aussi dangereux qu'ailleurs. Alors que j'ai l'impression, à vous entendre parler, dans la bande dessinée, c'est pas la même chose que dans le secteur de l'animation, par rapport à certaines choses. Alors, pour la zone de confort, on est beaucoup plus confortable dans le dessin animé. Parce que déjà, c'est une industrie quand même florissante et qui augmente toujours de plus en plus, même si effectivement le nombre d'écoles a aussi augmenté. Quand je suis rentrée au Gobelin, il n'y avait que 2 écoles qui formaient à l'animation. Il y avait les Gobelins et il y avait Émile Cole à Lyon. 2 écoles, il y a 20 ans, maintenant il y en a 50. Et malgré tout, ces 50 écoles n'arrivent pas à fournir la main-d'œuvre suffisante
pour les studios de dessin animé qui continuent de produire toujours plus. Voilà. On est dans une période là, ça fait 15 ans que vraiment ça monte, et là ça continue, on se disait ça va se calmer, il va y avoir des... Mais non, en fait, alors il y a toujours des moments où la production se calme un petit peu, parce que, en fait, alors il y a la série télé où on doit produire pour remplir les programmes des chaînes télé, mais comme il y a depuis quelques années tout un tas de médias qui se sont, voilà, les tablettes, donc il y avait déjà le jeu vidéo, mais le jeu vidéo a aussi plusieurs supports différents. Les longs métrages de dessins animés, parce qu'avant vraiment c'était série télé, mais avant Kirikou, pour pouvoir travailler pour un long métrage, c'était, voilà, il n'y en avait quasiment pas, il fallait partir aux USA. Et puis il y a eu un avant Kirikou et un après Kirikou, et après Kirikou, les producteurs se sont rendus compte que il y avait des auteurs en France qui pouvaient réaliser des longs métrages et qu'il y avait un public pour aller les voir. Donc les producteurs, voilà, ils se sont mis à se lancer dans le long métrage. Là il y en a de plus en plus, voilà. C'est maintenant, avant on avait l'habitude d'aller voir à Noël le Disney de l'année, et puis maintenant il y a quand même une offre de long métrage au cinéma qui est augmentée. Donc forcément il y a des gens, parce que je ne sais pas si vous voyez les génériques, le nombre de personnes qui travaillent sur un long métrage de dessin animé où on peut rester plusieurs minutes dans la salle de cinéma après le film. Un long métrage de dessin animé, c'est toute l'industrie de la bande dessinée, en gros, en nombre de personnes. Ça participe à un film. Elle comprend toute la bande dessinée et elle fait un film. Voilà. Et en chiffre d'affaires, ça correspond. Un gros dessin animé, C'est un gros dessin animé, c'est quoi, 20, 30 millions? Oui, alors moi les chiffres, dès qu'il y a des zéros, je ne sais plus là. Au bout d'un moment, je sais que c'est énorme, mais... D'abord, la France est sur le podium, en 2e ou 3e position, pour la bande dessinée, le dessin animé, le jeu vidéo. Le cinéma, c'est un peu plus ambigu, mais rien que ces 3 choses-là, qui sont grosses consommatrices de dessin, sont en l'occurrence, on a la chance d'être dans un pays qui est vraiment... dans le jeu vidéo, on est 2e, et on a passé le Japon. Deuxième, donc après... Alors ça dépend comment on regarde, mais parce que les boîtes se sont internationalisées, mais quand on prend les boîtes françaises, on finit par Vivendi a dévoré plein de studios, etc. Donc c'est devenu énorme ce que possède la France. Et quand on est dans le jeu vidéo en France, si on est prêt à ne pas passer toute sa vie en France, mais aller au Canada, etc., on a du boulot. Les boîtes embauchent. Alors, alors ce qui est drôle, c'est quand le jeu vidéo a une crise, en général, c'est le moment où le dessin animé va bien. On a remarqué, c'est sans doute un hasard, ou peut-être que les investissements, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup d'argent. C'est pour ça que ça va bien. C'est qu'il y a des fiscalisations très importantes, donc il y a énormément de capitaux injectés dans ça. Donc ça aide à ce que ça tourne bien aussi. Pour vous donner une idée, alors c'est pas en France, mais le sommet du sommet, c'est la tax shelter en Belgique. Quand quelqu'un met de l'argent dans le cinéma en Belgique donc pour faire un film et le tourne, enfin, tout ce qui est fait en Belgique par une boîte belge, ils ont un avoir fiscal de 150%. Donc on met 100 €, on reçoit un avoir fiscal de 150 €. C'est intéressant, il suffit d'avoir 20 millions d'euros et on a 30 millions d'euros le lendemain. Bon, alors il faut réussir à tout faire en Belgique, qui est quand même un petit pays, donc de fait les productions sont partiellement en Belgique, mais il y a ça partout en Europe. Et en France particulièrement, ce qui fait qu'il y a des capitaux énormes qui s'investissent là-dedans. Donc la machine tourne un peu tout seul. C'est pour ça qu'il y a même autant de production, c'est qu'elles n'ont pas vraiment obligatoirement besoin d'être rentables tout de suite. La rentabilité, la bonne partie est déjà payée au moment même où ça arrive déjà sur les écrans et sur les chaînes télé, etc. Et le concours est de savoir qui va avoir à terme la plus grosse rentabilité avec les exploitations longues. L'exploitation longue, c'est quand le DVD aura été vendu, quand tout le streaming aura été payé, etc. Donc pour les parents, ça c'est le côté rassurant, c'est qu'on est dans le bon pays. Je ne donnerais pas ce conseil-là si à un jeune Allemand, obligatoirement. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'on n'aurait pas ce colloque-là, je pense, en Allemagne, parce que on ne serait pas assez d'auteurs pour animer ça partout en France, donc en fait, ça serait restreint aux très grosses villes, je pense. Voilà. En fait, le fait que ce genre de choses se passe ici, qui est 250 festivals de bande dessinée en France, etc., c'est aussi la conséquence d'un tissu culturel très dynamique et très actif, quoi.
Donc on est dans un beau pays pour ça, dans un moment assez magique. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a 50 écoles de dessin animé. Hein. C'est qu'il y aurait les 3/4 combien sont privés là-dessus? Je sais pas. 45. Oui. Voilà. Donc, si ça se terminait en chômage au bout de 3 ans à 6 000 € pour la plupart, je pense qu'il n'y aurait pas 50 écoles. Quoi. Voilà. C'est que de fait, voilà, quand on va dans ces écoles-là, si le jeune élève veut, il y a de fortes chances qu'il trouve tout de suite des choses. Et nous, on a connu quelques jeunes qu'on a suivis, qui n'ont pas réussi à trouver, mais en toute franchise, le poil comme ça. Voilà. Hein, je pense à notre ami, entre autres, à qui je pense, mais voilà, comme ça. Il y a un moment, quand on ne bosse pas, là, dans ces métiers-là, ça ne peut pas fonctionner. Aussi, il faut être un génie. Hein. Et de temps en temps, il y en a qui arrivent, hein, ils prennent un truc d'aquarelle, ils font plat, tout le monde fait wow, bien 20 000 €. Bon, évidemment, là, c'est facile. Quoi, mais c'est pas que le talent. Oui, on pense toujours que le dessin, c'est le talent. Ah, mais j'ai pas de talent. Bien sûr qu'il y a le petit quelque chose au départ, il y a la passion. Mais c'est de dessiner. Hein. Enfin, si on ne dessine pas, on ne va pas devenir dessinateur. Donc, c'est le travail. Je ne sais pas combien de milliers d'heures ça représente les niveaux qu'on a pu atteindre. Moi, je ne sais pas, parfois je me dis, mais j'ai consacré quelle part de ma vie à avoir le niveau de dessin que j'ai aujourd'hui. Oui, mais voilà, comme dans tout. C'est les gammes en dessin aussi, hein, comme le pianiste de musique classique. Hein, la grande partie du dessin, c'est de faire des gammes. Oui. Mais il y a un imaginaire collectif qui pense que le dessinateur travaille beaucoup moins que le musicien, je pense. Que la technique, elle est, je sais pas, elle est... Qu'il y a une muse qui vient au-dessus de la tête, qui déverse dedans le talent pour le dessin. Non. C'est ce qu'il pensait dans la Grèce antique. Hein. Qu'il y avait une muse. Alors c'est peut-être justement ce mouvement des beaux-arts, de l'art conceptuel, etc., qui a modifié ça. Mais c'est pas en train de tourner, ça? Je pense que, voilà, parce que dessinateur des arts ludiques, on a besoin beaucoup plus des fondamentaux, de la perspective, des cathédrales en perspective, du volume, de toutes ces connaissances-là. Ne serait-ce que pour avoir un peu dans les animés ou le jeu vidéo, où c'est des arts collectifs, si les gens ne sont pas tous formés à un certain niveau, on ne peut même pas discuter entre nous sur les animés. Il y a un moment, il faut un langage technique commun, il faut des techniques communes et compagnie pour que tout le monde puisse travailler en même temps sur la même minute de dessin animé, parce qu'autrement, c'est pas tenable. En BD, c'est un peu différent, parce qu'on est chacun dans notre coin, donc on peut avoir une technique de bande dessinée très classique, mais on peut aussi faire des choses qui sortent totalement du truc. Là, il y a moins de travail collectif. Le sommet du collectif, c'est qu'on a 3 auteurs, c'est-à-dire un scénariste, un dessinateur et un coloriste. Mais moi, je suis tout seul, par exemple, totalement. Et on est aujourd'hui un tiers, la moitié des auteurs à peu près qui travaillent tout seuls en bande dessinée, pas obligatoirement sur tous leurs bouquins, mais qui plusieurs fois dans leur carrière vont avoir fait des livres entièrement tout seuls. C'est vrai que c'est l'exception. On faire un travail artistique seul de nos jours. C'est pour ça que dans le dessin animé, il y a une partie des gens qui fantasment d'être auteurs de bande dessinée, c'est qu'ils y retrouvent une liberté qu'on perd un peu dans les productions collectives, inévitablement. Surtout que la bonne majorité des dessins animés sont quand même des productions avec des producteurs qui attendent des résultats précis. Donc voilà, ça, il y a une sorte de contrainte. Mais il y a un vrai plaisir à exécuter même les désirs des autres. Hein. Le dessin, on peut être en train de faire un bout de scène, bien le faire, c'est un plaisir déjà qui justifie de s'être levé le matin. On n'a pas besoin d'être l'artiste qui peut revendiquer chaque centimètre carré de son œuvre pour être heureux. Hein. Ça dépend peut-être comment on définit la créativité aussi. Enfin, la créativité, c'est pas forcément... Il y a une part qui est simplement artisanale, en fait. Oui. C'est un peu un gros mot, l'artisanat en France, alors que il n'y a pas plus grand plaisir que de travailler de ses mains. Que ce soit de la pâtisserie ou du dessin, il y a quelque chose, c'est moi qui le fais. Non mais c'est bête, mais c'est un vrai plaisir. Quoi. Voilà, au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois 10 heures, il y a quelque chose qui est apparu qui n'était pas là. Quoi. Et ça, c'est une vraie magie, c'est un vrai bonheur renouvelé en permanence, et qui est du domaine de l'artisanat, la plupart du temps. L'art qui serait l'espèce de moment où on apporte un sens à l'humanité avec ça. On n'y est pas tous appelés, et on n'y est surtout pas appelé tout le temps. Même moi qui ai la chance d'être auteur complet, qui fait plutôt une série qui a des enjeux sociologiques cachés derrière le grand spectacle, 99% de mon temps, c'est quand même de l'artisanat, le nez sur ma table, en train de résoudre des problèmes de est-ce que ce bras il est assez long ou assez court.
de fabrication. Oui, de fabrication, d'artisanat, vraiment, comme un potier, comme un... Mais même, ouais, c'est vraiment... C'est vrai que, oui, on est arrivé à... Non, On est à quelle heure est-ce qu'il faut s'arrêter? 18h. À 18h. Enfin, moi que... On s'arrête quand on veut. Enfin, moi, vous en ayez marre. Hein. On s'arrête quand on veut. Aussi. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Oui, j'allais peut-être proposer d'avoir un retour Oui. des gens qui sont là par rapport à ce qui a été dit. Sur la technique que vous employez depuis que vous avez commencé, l'évolution des techniques, des outils, Si vous êtes là demain, il y a un des ateliers de démonstration que je vais consacrer au fait que j'ai commencé sur papier et que je suis sur informatique maintenant. Donc ce sera vraiment, vous verrez réellement et je vous raconterai vraiment ce que ça a changé. Et c'est vrai que s'adapter, c'est aussi s'adapter au changement technique permanent. En fait, il y a vraiment le dessin, la feuille et le crayon au départ, qui est primordial et qui, je pense qu'on ne doit jamais lâcher et qu'il faut continuer de travailler tout le temps. Mais après, le dessin digital, c'est un outil. Au lieu d'avoir le crayon graphite, on a juste une tablette graphique, un stylet et ça se fait autrement. Mais voilà, ce qui est important, c'est de maîtriser ce dessin traditionnel. Et moi, en fait, je change d'outil plusieurs fois dans la journée. En fait, et puis tout dépend des productions. En ce moment, je dessine moi en ce moment, je suis sur une série chez Goen où je supervise les décors qui sont sous-traités aux Philippines et puis qui reviennent. Voilà, il y a des décors qui sont d'abord au noir et blanc, au trait. Tout est fait au studio Goen, ils dessinent complètement sur tablette graphique les décors, les dessins, les personnages, tout. Ensuite, ils sont animés aux Philippines et ils reviennent. Et quand ils reviennent, moi, je dois vérifier chaque décor avec ce qu'on appelle les posings des personnages. Il y a les personnages qui sont mis déjà dans le décor, mais ils ne sont pas encore animés. Je dois vérifier. Et là, je suis avec la tablette graphique. Si j'ai juste une petite chose à dire, j'écris juste un petit mot. Mais si je dois montrer exactement que maintenant, tel arbre ou la perspective plongée contre plongée, elle serait peut-être un peu mieux comme ça, je fais un petit croquis avec le stylet sur la tablette graphique, sur Photoshop. Après, ça repart au studio, ils font la phase de mise en couleur et puis ça revient et je corrige à nouveau la phase de mise en couleur. Donc là, c'est une série qui se fait complètement en digital sous Photoshop, qui est animée, je ne sais plus avec quelle harmonie, je crois. Donc voilà, on a l'outil informatique. Mais il y a 2 ans, j'ai travaillé sur Blake et les aliens. Et là, on avait nos tables à dessin. Donc j'ai fait des effets spéciaux et ce qu'on appelle donc les props, c'est tous les objets qui vont être animés. Il y a les objets fixes qui ne bougent pas, qui font partie du décor, donc c'est les décorateurs qui les dessinent. Et tous les éléments qui vont bouger, donc qui vont être animés, on a besoin de les voir sous tous les angles, donc c'est d'autres personnes qui les dessinent. Moi je m'occupais des props et des effets spéciaux. Et Blake et les aliens, on dessinait, on avait les crayons, la table, alors on a une table lumineuse, mais voilà, c'était vraiment du dessin. Vous savez ce que c'est une table lumineuse? Une table lumineuse, c'est une table à dessin où on peut allumer par en dessous et du coup, ce qui nous permet de pouvoir garder les proportions. Transforme le papier en papier calque, on va dire. Voilà. On transforme le papier en papier calque. Et ensuite, c'était dans la phase de mise en couleur que mon dessin était numérisé, scanné. Et ensuite, les coloristes, eux, elles mettaient en couleur sous Photoshop. Donc elles se servaient de... Enfin, je dis sous elles parce que souvent les coloristes, ce sont des femmes. On parlera peut-être après de... Mais voilà, elles mettaient en couleur mon dessin au trait que j'avais fait en traditionnel sous Photoshop. Et après, Blake, je ne sais plus si c'est... Bon, c'est animé en digital, mais je ne sais plus quelle manière.
Voilà, mais après, j'anime aussi sous After Effects, je travaille aussi sous Flash, suivant en fait la demande, le projet, l'univers graphique, on va choisir aussi l'outil qui va être le mieux adapté. Ça, on apprend des batteries de logiciels dans ces métiers-là, inévitablement. Voilà. Encore une fois, on se remet en question très souvent, on se forme très souvent, mais c'est un peu comme les langues, hein, c'est les deux premières qui sont compliquées. Quand on parle grec, français, latin et chinois, tout le reste, on l'apprend en 10 minutes. Et c'est vraiment le sentiment que ça donne souvent. Je sais que 2-3 fois, je me trouvais faire des trucs, genre, oh, réapprendre un nouveau truc. Et puis 2 jours après, en gros, c'est réglé. Alors qu'on sait bien que ce même logiciel, si ça avait été un des premiers qu'on aurait appris, on aurait mis 3 mois à le maîtriser. Parce voilà, dans ces métiers-là, on finit par accumuler des expériences. Et notre cerveau apprend à être adaptable aussi. C'est toujours le muscle qu'il faut. Moi, je sais que par exemple, aujourd'hui, j'arrive à dessiner les yeux fermés. Truc que je n'aurais jamais imaginé quand j'étais gamin. C'est très drôle. C'est très très drôle. Ah, je dis ça, mais c'est un truc. Un atelier. Voilà. Et j'ai pas cherché à apprendre à dessiner les yeux fermés, parce qu'il n'y a rien de stupide. Mais, alors je dessine pas longtemps les yeux fermés, parce que si je m'amuse à dessiner 10 minutes les yeux fermés, là c'est un gribouillis. Mais je m'aperçois souvent que je dessine sans regarder ce que je dessine. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une étape dans l'informatique où on n'avait pas de tablette écran. Maintenant, on dessine directement sur les écrans. Il y a une étape où on avait une tablette d'un côté et l'écran de l'autre. Et pour faire de l'ancrage précis, enfin, l'ancrage numérique, mais j'ai dû apprendre à maîtriser cet engin. C'était un cauchemar absolu. Mais de fait, j'ai déconnecté des fonctions dans le cerveau entre le regard et la main. Et en fait, la main, elle a appris des automatismes aujourd'hui, très étonnants, que je me surprends moi-même. C'est des trucs idiots, hein. Je suis en train de dessiner, je m'aperçois que ça fait 2 minutes que je suis en train de regarder mon téléphone, quoi. Et là, je tourne la nez vers l'écran, et je peux voir le moment où ça a été, parce qu'il y a un moment, ça se perd, hein. Mais quand même. Mais il y a parfois, c'est genre, que s'est-il passé? Le dessin est bien. Je vois bien comment ça commence à dériver et tout, et c'est tout ça attiré par un autre écran. Enfin, et c'est très étrange, parce que jamais j'aurais imaginé que mon cerveau était capable de ça, et c'est bien la pratique, sans fin d'un truc. Pareil, quand on est petit, alors, est-ce que vous dessinez à l'école pendant les cours? J'espère, hein, parce que c'est comme ça que ça commence. Hein. Moi, on m'a fait manger un dessin quand j'étais en 5e. Un prof d'anglais qui en avait marre et qui m'a fait manger un dessin. C'est une école catholique un peu musclée. Mais ce qui m'a appris qu'il fallait que je sois plus discret. Mais j'ai dessiné pendant toute ma scolarité. Et au début, c'est clair que ça a dû me coûter j'ai dû ne pas écouter les cours assez sérieusement. Mais en terminale, je faisais une terminale scientifique C, où j'ai eu mon bac sans aucun problème, et je dessinais pendant les cours de maths. Mais il y avait le cerveau, la main était en partie, j'écoutais réellement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, à un moment, on finit par câbler des synapses dans le cerveau, et des neurones, et on a des fonctions qui s'automatisent comme ça. Mais il faut des années, hein, on parle en dizaines d'années pour certaines de ces fonctions. Et ça, c'est très amusant. Et voilà, on devient des sportifs de haut niveau de ces choses du dessin, comme ça. Et c'est vrai que ce qui pourrait paraître effrayant, c'est tous ces changements qui arrivent. En fait, c'est vraiment beaucoup plus facile que la phase initiale d'apprentissage. Entre le moment où on arrive à faire un bonhomme qui ressemble enfin à quelque chose, ça, c'est long. Vraiment, c'est long. Vous devez trouver à des moments longs de vous dire, mais comment je vais faire pour réussir en comparant avec des dessins vous dire, mais qu'est-ce que je suis loin. Ça, j'arrive à peu près, mais j'arrive même pas à mettre mon personnage dans le décor sans que c'est l'air tout plat. Comment ils font pour donner la profondeur et tout? Ils ont passé 10 ans, 15 ans de plus. Voilà. C'est des longues. C'est la phase vulnérable, en fait. Enfin, la phase c'est pour ça que les enfants arrêtent de dessiner à un moment. C'est que les progrès sont extrêmement lents au début, quoi. Extrêmement lents. Et ça s'accélère. C'est-à-dire que si on dessine tout le temps, y compris en classe, mais vous ne devez pas le faire, si on dessine tout le temps, il y a un moment, ça s'accélère, c'est très étonnant. Et moi, je sais que, voilà, alors qu'on est censé de plus apprendre moins bien en vieillissant, il s'avère que j'ai été j'ai l'impression que ça a été sans fin entre 10 ans et 17 ans, qu'il y a plein de choses qui arrivent à se passer. Et les années après, d'un seul coup, j'ai senti que les trucs rentraient. Et 5 ans après, je faisais illusion et on me signait chez mon éditeur de BD. Alors que franchement, 5 ans avant, c'était bon à mettre à la poubelle, quoi. Et j'ai fait tellement plus de choses dans ces 5 années-là que dans les 7 précédentes, quoi. Mais parce qu'il y avait des acquis qui s'accumulent. Voilà. Parce que rien que dessiner un décor et un humain, c'est un exercice qui n'a rien à voir, en fait. Dans le décor, ce qu'on cherche dans l'humain, normalement, à terme, c'est l'émotion.
C'est-à-dire qu'une pose, c'est une pose qui transmet une information sur l'humanité du modèle, quoi. Et ça, c'est le truc, c'est d'une longueur à apprendre. Et en plus, on y rajoute le visage, où le cerveau lit les visages totalement différemment que les poses. Et un portrait, faire un portrait reconnaissable, mais moi j'y suis toujours pas. Hein. Ça, vraiment, c'est un des exercices de dessin où je sais que je ne sais pas faire de portrait. C'est-à-dire qu'on me demande de faire le portrait de quelqu'un, je suis obligé, ça me prend des heures et c'est pas terrible. Parce que j'ai jamais assez travaillé ça et c'est un exercice particulier parce que notre cerveau a des circuits logiques très sophistiqués, spécialisés dans des tâches et la reconnaissance des visages, c'est un de ces circuits logiques. Il y a des gens qui ont cette maladie qui ne reconnaissent personne parce que ce circuit-là est grillé, quoi. Voilà, et donc faire du portrait, c'est déjà apprendre à satisfaire ce circuit logique-là que tous les humains. Et après, en plus, il faudra rajouter de la beauté, transmettre les émotions, tout. Donc, vous voyez, apprendre à dessiner un personnage et faire une tête réussie, ça n'a rien à voir. C'est deux métiers totalement différents. Et en plus, à un moment, on doit faire l'un sur l'autre. Et puis, on a le métier de décor qui n'a rien à voir. On est obligé de réimbriquer tout ça dans le décor. Et en plus, alors, en bande dessinée, on est obligé d'enchaîner deux images comme ça pour que ça donne du sens. C'est juste cauchemardesque. Mais on y arrive, hein, parce qu'il y a des milliers de gens qui ont réussi à faire ça. Mais c'est normal que ce soit, qu'au début ça paraisse très très loin, etc. Il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Tout ça se résout à un moment. Et il y a des gens qui ne résoudront jamais tous les problèmes. C'est ces gens qui vont dans les dessins animés devenir spécialistes d'un domaine, parce que sur le reste, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à passer tous les autres. C'est vrai qu'en BD, on nous demande, surtout dans la BD traditionnelle, on nous demande à un moment d'accumuler un nombre de métiers. Il faut être donc décorateur, il faut être costumier, il faut savoir faire vivre un corps, il faut savoir faire un visage, il faut savoir faire de la narration enchaînée, il faut savoir faire de la lumière, il faut savoir faire de la couleur, il faut cadrer. Le cadrage, c'est au cinéma, enfin au dessin animé, c'est déjà compliqué de cadrer avec un cadre prédéfini. En plus, en bande dessinée, on a le droit de changer à chaque fois, histoire de juste simplifier la vie. Donc on apprend on a une accumulation de choses. C'est normal que beaucoup de gens qui veulent faire de la bande dessinée n'y arrivent pas. Mais il y a aussi tellement de gens qui sont arrivés qu'il ne faut surtout pas penser que soit on ne va pas y arriver, quoi. Mais il faut des heures. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement... Et justement, pour revenir sur les métiers, c'était super la liste que vous venez de faire. Est-ce que, par exemple, Hélène, à chaque fois que vous travaillez en studio ou dans une équipe, il y a tous ces métiers-là sur chaque production? Et est-ce que toi, tu peux choisir avec la formation et l'expérience que tu as, est-ce que tu peux choisir tel ou tel poste? Alors, de choisir, en fait, moi, comme je disais, j'étais beaucoup plus sur le décor parce que quand je suis rentrée en Gobelin, je faisais que des personnages et beaucoup de couleurs. Mais comme j'étais autodidacte, j'avais besoin de travailler ma perspective. Et en fait, c'est en m'exerçant à la perspective énormément qu'en sortant des Gobelins, j'avais plus un book de personnages et de couleurs, j'avais plus qu'un book de décor. Ce qui fait que mes premiers boulots, je les ai eus en décor. Et puis, finalement, en fait, on finit par avoir un book de décor. Des personnages, on en a moins, parce que forcément, quand on travaille pendant 1 an, 6 mois, 1 an et demi sur une production, ou qu'on fait qu'une partie, on a plein de dessins dans un domaine et moins dans l'autre, et ce qui fait que si on veut changer ensuite vraiment de rôle, c'est plus compliqué parce que en plus en France on a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases, et même si on dit mais si, moi j'aime bien aussi les personnages, j'aime bien animer, ah oui mais t'es bien en décor, donc on te met en décor. Voilà, ce qui fait que j'ai un peu enchaîné les projets, vraiment j'étais décoratrice au trait et pas à la couleur parce que c'est encore bien séparé. Donc c'est quand même, ouais, bon. Mais on peut, il y a eu des productions où j'ai réussi quand même à faire le test, parce qu'on doit aussi faire des tests en dessin animé. Alors, il y a le réseau, donc, parce que, voilà, on doit être, nous, à la recherche du travail, nous tenir au courant des productions qui sont en développement, qui vont être développées, et puis du coup qui vont commencer en production, pour pouvoir appeler les équipes de production ou les réalisateurs qu'on connaît, ou les copains qui connaissent un tel, qui sont déjà sur le projet, pour dire ah tiens, ils vont chercher des décorateurs, ou ils vont chercher des dessinateurs de personnages, ou, etc. Bon, vous n'oubliez pas de m'appeler. Et donc quand on arrive à passer cette étape-là,
de pouvoir voilà, faire un test pour un dessin animé. Oui, donc il y a un test à faire parce qu'en dessin animé, par rapport à la BD, où on est auteur de BD, on a ton style graphique, en dessin animé, on doit être adaptable à plein de styles. Alors il y a quand même des personnes qui vont plus aller vers le style réaliste, plus vers le style cartoon, ou plus preschool, des choses plus pour les petits. Alors voilà, il y a des styles, des sensibilités, mais on doit être quand même adaptable à tout. Moi j'adore changer en fait. J'ai passé vraiment de séries très cartoon à des choses très réalistes, mais du coup on doit rentrer dans le style d'un auteur, d'un style graphique, et on nous demande du coup de faire une demi-journée, une journée, de faire un test. Voilà, donc fais-moi un décor pour telle séquence, et puis le réalisateur du coup il fait vraiment son choix après ça, il constitue son équipe. C'était quoi la question du début? Les métiers. Ceci dit, les tests de Valérie connaît en tant que Je connais bien en scénariste. tant que scénariste, Ah, parce que voilà. je fais passer au dessinateur aussi. Quand j'écris une histoire, que je cherche Voilà. le bon dessinateur pour l'illustrer, c'est sûr que j'essaye, entre guillemets, plusieurs dessinateurs pour voir celui qui sera le plus... qui correspondra le plus à l'idée que je me fais moi de mon histoire. Il y a une adaptation de style des dessinateurs aussi aux histoires. Ouais. Oui, Plus ça- que ce qu'on imagine. oui, c'est Les ça. dessinateurs qui sont recrutés que pour leur style propre ne sont pas si nombreux que ça. Il y en a beaucoup qui Ils sont assez qui adaptables. En bougent général, les ceux qui ont le images. plus de style personnel, ceux qui sont tout seuls, justement, comme Denis, en fait. Oui, t'as l'exemple absolu, c'est Tardy. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Tardy a un joli mot là-dessus, il dit que le style, c'est tout ce qu'on ne sait pas faire. Lui voit ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu ça, mais dès qu'on a un collaborateur, on est plus ou moins obligé de s'adapter à lui, finalement, quel qu'il soit, que ce soit un réalisateur, un scénariste, un éditeur. Finalement, on doit aussi répondre à une demande. C'est vrai qu'il y a des histoires qui se prêtent plus à un dessin réaliste, ou un dessin, maintenant on dit gros nez ou semi-réaliste, enfin plus cartoon, voire très nouvelle BD. Enfin, Ou Esprit Manga, ou Gothic, ou voilà, à comics, chaque fois enfin, c'est... chaque fois c'est différent, quoi. Et c'est vrai qu'on est obligé de faire passer des tests, forcément, des essais. Alors dans la BD, en général, l'éditeur demande entre 3 et 5 pages aux auteurs, parce que sur un album qui va faire 48 pages, 5 pages, c'est 10%, c'est important. Voilà. Mais ça permet de se rendre compte si ça fonctionne. Ça dépend du... Parce qu'il n'y a pas que cette histoire de style qui va correspondre. Est-ce que la narration Oui, fonctionne? la Est-ce que les narration. personnages vivent? Est-ce qu'on ressent d'émotions, etc. Donc c'est vrai que malheureusement, il faut accumuler un peu de pages pour s'en rendre compte. Ça, c'est surtout le lot des jeunes dessinateurs, Voilà. des jeunes auteurs. C'est sûr, quand on arrive, quand un couple scénariste-dessinateur arrive, qui ont tous les deux 20 ans de métier, qui ont déjà travaillé ensemble, on sait globalement ce que ça va donner. Il n'y a plus besoin de se livrer à ce genre d'essai. Ça fait 20 ans que je n'ai pas fait un essai, mais voilà. Mais si l'un de vous, par exemple, voulait travailler sur un album de bande dessinée, enfin quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans le métier, c'est sûr qu'il faudrait faire un essai assez important. On a fait un essai sur de science-fiction avec un auteur de roman il n'y a pas très longtemps, comme ça, il y a 3 ans, avec un jeune ici. Bon, ça a échoué, nous là on est jusqu'au bout, l'éditeur n'a pas voulu, hélas. En fait, c'était un dessinateur qui était spécialisé avant dans les couvertures, qui faisait de très belles illustrations, et qui a été incapable de passer à la narration des Donc les planches étaient pas mal, et nous on a essayé de convaincre l'éditeur que les problèmes qui n'étaient pas encore réglés, ça allait se régler en faisant d'autres pages, et qu'il faudrait sans doute qu'il refasse les 5 premières pages, on s'en rendait compte, mais qu'il y ait tout ce qui... C'était prometteur suffisamment. Là il s'avère que l'éditeur n'a pas voulu suivre, en tout cas au niveau financier qu'on en espérait pour lui. Moi, je parle souvent avec Valérie, comme Valérie n'est pas dessinatrice, ça m'arrive de faire la direction artistique sur ces essais-là, c'est-à-dire on en discute ensemble et puis moi je peux envoyer des corrections aux jeunes dessinateurs, etc. Parce que c'est quand même beaucoup plus clair de parler avec le dessin à un dessinateur pour montrer ce qui ne va pas. Donc il y a une partie des montages de projet où on est à deux dessus comme ça. Mais c'est... même en bande dessinée, on doit faire ses preuves en permanence. Tant qu'on n'est pas à la tête d'un succès, c'est des métiers où on fait ses preuves tous les jours. Mais ça nous rend fort. C'est parfois épuisant. Il y a des années où voilà, je pense que la plupart aimeraient bien ne jamais avoir à faire leurs preuves, mais en même temps, beaucoup d'auteurs installés finissent par ronronner et à se dégoûter de leur propre travail, parce que il y a un moment où on va faire l'enfeuste pendant 20 ans. Didier, des fois, le dessinateur, il en a un peu sa claque, quoi. Il ne le dira pas parce que c'est un garçon élégant, mais... C'est la rançon du succès, quelque part. Voilà, et puis qui ne va pas se plaindre de bien gagner sa vie et d'avoir des fans, mais voilà, il y a des tempéraments à ça, hein. Le dessinateur
de Ricochet, il a fait du Ricochet pendant 50 ans, toujours avec le même style quasiment, il a quasiment pas bougé de dessin pendant 50 ans, et il aurait été extrêmement heureux. Donc il y a des tempéraments à reproduire le même dessin toute sa vie. Il y a d'autres auteurs qui changent de style à chaque album quasiment. Mais c'est le tempérament il y a des ébénistes qui vont faire la même armoire toute leur vie, et leur but va être de la faire à la perfection toute leur vie, quoi. Et c'est un tempérament artisanal comme un autre finalement. Quelque part au restaurant, un grand chef, son but c'est de réussir à faire reproduire le même plat tant qu'il a la carte et qu'il ait le même goût le premier et le dernier jour, malgré le marché qui change, etc. Donc on voit bien que la stabilité dans la reproduction d'un geste artistique ou créatif, ça peut être aussi... Il y a des tempéraments. Hein. Ce qu'on vous dit là, c'est surtout que voilà, les chemins sont tellement larges, les tempéraments sont larges, on a des moyens de s'épanouir différents, il n'y a pas de... Et oui, il y a des tempéraments qui vont avoir besoin plus d'avoir le contrôle sur leur œuvre et qui vont, dans le dessin, aller plus pour faire l'illustration ou la bande dessinée pour avoir plus de... Mais en général, ça se paye par un confort de vie plus difficile. Et au contraire, des gens qui vont s'épanouir en travail collectif, voilà, en changeant même de métier. Hein, parce que ce qui est bien dans le travail collectif, c'est qu'on est responsable d'un petit bout. Les récompenses... quand on travaille, on cherche des récompenses. Tout le monde, hein, il y a un besoin à un moment de se dire tiens, j'ai bien fait mon travail. Mais à titre personnel, on ne demande pas ce que quelqu'un vienne nous mettre une médaille. Hein. Mais c'est agréable quand on a fini d'un moment de finir un travail, de se dire ah, ça va, je l'ai fait, quoi. J'ai été bien, quoi. C'est plutôt même mieux que ce qu'on m'avait demandé. Voilà. Et ça, on peut trouver ce plaisir-là en collaboration et tout. C'est vraiment très très varié, c'est pour ça que c'est toujours très difficile de donner, surtout quand on est jeune, de dire aux gens ça va se passer comme ça. Voilà. J'avais une question, s'il vous plaît. Vous dites qu'il y a plusieurs métiers dans l'animation, que c'est très cloisonné, et malgré tout, il faut passer par, en école, il faut passer par tout, il faut tout apprendre. Il n'y a pas, parce qu'une personne peut être bonne dans quelque chose et moins bonne dans une autre. Mais malgré tout, il faut tout apprendre au départ. Il n'y a pas moyen de... Parce que notre fils a fait des stages en animation et il est meilleur en modélisation, par exemple, qu'en animation. Et bon, il ne réussira pas forcément à tout englober dans une école. Oui. Alors normalement, effectivement, on traverse tous les métiers dans l'école, mais les métiers du dessin quand même. Après... donc au Gobelin, c'est une école pour devenir animateur. Donc c'est vraiment sur leur personnage, l'animation. Le décor, c'est en plus, mais c'est pour ça que moi, j'ai fait du décor au Gobelin, mais finalement c'est devenu ma spécialité. Mais finalement, c'était pas forcément la formation que j'ai suivie. J'ai suivi la formation vraiment pour être animatrice de personnages. À l'école, on voit quand même tous ces métiers-là. Et puis après, il y a encore d'autres métiers qui ne sont pas directement dans le dessin, mais qui font quand même partie de la production du dessin animé. Tous les métiers du montage, du son. Par exemple, les gens qui font du compositing, c'est-à-dire c'est les personnes qui vont recevoir, une fois que l'animation est faite, que les décors sont faits en couleur, les effets spéciaux sont faits, etc. Et donc, ça donne toutes les couches, en fait, qui vont du coup, après, à la fin, donner l'image d'un plan séparé. Et la personne qui fait le compositing, elle est en charge donc de mettre toutes ces couches bien dans le cadre et de rajouter, par exemple, des petites lumières ou par exemple, s'il y a un mouvement de caméra, de faire que les niveaux entre les décors et le personnage vont s'éloigner ou se rapprocher. Parfois même juste d'équilibrer les contrastes, voilà, ça ne marche pas parfaitement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un travail très spécifique qui fait partie de toutes les productions de dessin animé, mais qu'on n'aborde pas forcément quand on est en école de dessin animé. Et donc ils l'apprennent où ? Alors, c'est plutôt de la voie du montage, ou alors une formation, on fait une école d'animation et après on l'abordera un tout petit peu en école, mais c'est par une petite semaine, par exemple, ou 2 ou 3 de formation continue en plus, qu'on va pouvoir ensuite faire du compositing. Il y a ceux qui vont faire du son. Les scénaristes, par exemple, c'est une autre formation, même si on aborde la narration et le scénario un petit peu en école d'animation, c'est quand même
pas la voie la mieux pour devenir scénariste. Oui, Bon, c'est- voilà, c'est... Voilà. voilà. Instrument pour les écoles aussi de bande dessinée où il y a énormément de temps qui est consacré au dessin, sous toutes ses formes, et finalement très peu au scénario. Parfois, il y a même des écoles où aucun cours de scénario. En fait. On a l'impression que ça devrait venir comme ça. Finalement, ce qui est important, c'est de savoir dessiner et le reste, on s'en fiche, mais c'est vraiment très secondaire. Quoi. Et c'est important d'abord de passer au début un peu par tous ces métiers dans les apprentissages, même quitte à pas réussir à les apprendre, mais essayer de les apprendre parce qu'on a besoin de parler entre nous. Oui. Entre ces métiers. Et déjà, il faut même avoir ne serait-ce que les bases de vocabulaire parce qu'il y a des moments où voilà, il y a un métier qui croise un autre et dans la réunion, si on n'a aucune idée de ce que font les autres, on terminera technicien spécialisé dans un coin. Et c'est jamais une bonne idée, même en termes de carrière, simplement. Et du coup, Hélène, comment est-ce que ça a influencé? J'imagine que ça a influencé comment vous avez imaginé, enfin, comment l'école de l'ANEMEA a été imaginée. C'est en fonction de tout ça. Oui, c'est... Parce que même si par exemple dans l'école qui va être fondée, il y a des personnes qui seront beaucoup meilleures dans tel domaine que dans d'autres, mais ça fait rien, elles peuvent quand même arriver à quelque chose, enfin je veux dire... Oui, alors ça c'est encore en construction, mais l'idée c'est quand même partir du dessin et donc donner vraiment des bases solides en dessin et ensuite il va y avoir des intervenants. Donc on va avoir des enseignants qui vont être permanents, en tout cas qui vont donner des cours hebdomadaires sur ces métiers fondamentaux du dessin, mais aussi en histoire de l'art, en analyse filmique, histoire du cinéma, tout ça, et la narration par exemple, elle fait un petit peu partie aussi de ce qui va être de l'analyse filmique. Voilà, ça va être un socle. Et puis il y aura des intervenants ponctuels qui viendront sur des modules justement de métiers ou d'étapes dans la production bien spécifiques. Par exemple, il va y avoir à un moment donné un module storyboard où il faudra comprendre les techniques du storyboard et alors peut-être réaliser une séquence ou deux ou trois, je ne sais pas, d'une partie d'un film en storyboard. Et puis un autre intervenant qui viendra sur un autre module enseigner le décor couleur par exemple, et un autre qui va venir peut-être plus spécifiquement là venir donner être plus précisément sur le scénario ou des petits modules, mais alors plus courts. Alors par contre les métiers du son par exemple, ça existera plus en formation continue je pense, ou alors en petits modules très courts pour les étudiants qui seront en formation initiale. Là-bas c'est quand même une école pour les dessinateurs parce que en fait c'est quand même la main-d'œuvre qui est la plus demandée, ce sont les dessinateurs. Les autres métiers, soit c'est la personne qui fait du compositing sur une production, il n'y en a qu'un en général, alors que des décorateurs, moi j'ai vu sur Witch, on était 7. Alors il y a des productions où on peut être 1 ou 2, mais suivant le style et suivant la longueur de la production, on peut être des équipes beaucoup plus importantes. Les animateurs, c'est encore un groupe plus important. Les coloristes, ça va être aussi une équipe assez importante. Donc ce sont quand même des métiers où voilà, il y a aussi de la place parce que dans les productions, on en demande. Le monteur, lui, il va être tout seul. Voilà. Celui qui va faire la bande-son, il va être seul aussi. Il y a une stratégie à avoir alors par rapport à si j'essaie de résumer, on peut être bon dans tel ou tel domaine, mais il faut aussi avoir une stratégie un peu de survie. Pour le travail, si on veut en faire son métier, il faut y réfléchir un petit peu, avoir ces informations-là pour savoir je sais faire, quelles sont mes chances d'être embauchée avec ces compétences-là. De l'autre côté, s'il y a une compétence dans laquelle on se sent fort, et puis si autour de nous on nous dit qu'on est fort, parce qu'il ne faut pas totalement non plus se faire confiance qu'à soi-même,
on peut être plein d'illusions. Mais s'il y a un endroit où il s'avère qu'on se sent fort et que les autres nous trouvent forts, bah faut foncer, hein. La question ne se pose pas. Et en général, c'est pas ceux-là qui ont du mal à trouver du boulot, parce que quand on commence à devenir très pertinent dans un domaine, ça se voit tout de suite. Moi, je sais que dans les vaisseaux spatiaux, à cause de la perspective, hein, parce que c'était lié en fait. J'étais très jeune, très très fort, et j'ai fait des vaisseaux spatiaux pour des productions de dessins animés à l'époque où j'étais incapable de tenir un crayon pour faire une animation. Hein. Mais là, il y avait des gens qui m'avaient repéré via dans les boîtes de BD, parce que tout ça se mélangeait un peu. Et on m'a commandé des vaisseaux spatiaux, et à une époque, je vivais en vendant des vaisseaux spatiaux, en vendant des dizaines de vaisseaux spatiaux à des productions de dessins animés. Qui n'ont jamais été utilisés, comme la 3/4 de ces recherches, et la moitié de ces trucs-là ne sont même pas faits en fait. Et voilà, et j'ai des dossiers de vaisseaux spatiaux, dans certains que j'ai réutilisés dans mes albums, parce qu'ils ne sont jamais été utilisés en dessin animé. Voilà, donc c'est des choses, et c'est vrai que moi ça a été un des points d'entrée dans le métier, et j'ai rencontré plus ou moins Villers-le-Court, mon premier éditeur, par le dessin animé de vaisseaux spatiaux. Donc on voit bien que mais heureusement qu'à côté j'avais tout le reste, parce que voilà, je ne sais pas si j'aurais trouvé du travail vraiment comme designer de vaisseaux spatiaux. En fait. Malgré ce talent plutôt précoce là, finalement j'ai fait mon trou ailleurs, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de. Et c'est vrai que le centre pour les gens, quand on fait dans le visuel, c'est le dessin. Parce que tout ce qu'on maîtrise en dessin, savoir faire bouger un bonhomme, c'est savoir, ça devient très vite faire bouger un arbre et faire une voiture qui est vivante et pas une voiture morte. Et à l'inverse, savoir faire de la perspective, c'est pouvoir structurer tout son monde et pas avoir parfois des bilins d'hommes qui flottent dans le vide, c'est un peu le risque quand on fait que du dessin de personnage. Et c'est vraiment tout ça, il faut le faire. Voilà. Et quand on maîtrise ces choses-là, déjà, c'est bête, c'est aussi pouvoir même tout bêtement faire un petit croquis pendant une réunion. Ça commence là. Il y a eu une génération qui avait un peu oublié le dessin, et on s'est retrouvé quand même avec des gens qui n'étaient pas capables de faire des croquis rapides. Comme ça, c'est passé ça. Et je me souviens que moi, dans le jeu vidéo, c'est des gens qui n'ont pas fait long feu. Non. Parce qu'il y a un moment, on a une heure, on a le patron du groupe qui est là, il n'est pas d'accord avec un truc, et ben ceux qui prennent le crayon, qui instantanément font paf devant lui, ils gagnent, au mieux de lui renvoyer ça 3 semaines après, c'est eux qui gagnent la réunion. Hein. Voilà, donc c'est. Moi je sais que voilà, c'est le C de la maîtrise du dessin qui m'a permis de choisir dans quelle partie de l'art visuel j'allais m'exprimer. Et même sans avoir une. Enfin, j'étais pas Velasquez. Je crois qu'il y a une question. Est-ce que ça génère pas des écarts de rendu, que ce soit plusieurs personnes qui fassent le même personnage On apprend justement à rentrer dans un style et à. Moi, quelquefois, c'est un peu le piège. En fait, j'ai tellement appris à rentrer dans le style de quelqu'un que là, par exemple, depuis l'année dernière, je suis sur un court-métrage, mon court-métrage, et à chaque fois, je me dis, non, mais c'est pas moi. Enfin, j'ai du mal, en fait, du coup, maintenant, à cerner ce qui pourrait m'être vraiment plus personnel. Mais en fait, c'est en maîtrisant vraiment la technique, les volumes, la perspective, le trait, en fait, quel trait on peut donner, tous les différents traits qu'on peut donner à un personnage, à un décor, etc., qui va faire que quand on maîtrise la technique, on réussit à rentrer, puis l'observation... la science des proportions. Voilà, les proportions. Et... Voilà, mais ça s'apprend. Et puis, pour moi, c'est un plaisir de découvrir le dessin de quelqu'un en se l'appropriant. Voilà, mais bon, on continue de faire justement des petits tests parce que malgré tout, c'est pas forcément évident de s'adapter à tout. Et du coup, le réalisateur a besoin de savoir, ok, d'accord, tu sais faire les petits lapins à la Loïc Joanigo, donc c'est bon, tu vas pouvoir bosser sur la famille Passiflore. Et voilà, mais Oui, mais j'avais une question sur les outils numériques. Vous en avez évoqué certains tout à l'heure, Photoshop, After Effects et compagnie. On parle aussi de fracture numérique possible. Alors au niveau de l'enseignement, souvent l'enseignement de ces outils est dispensé dans les écoles supérieures, type Beaux-Arts, Gobelin et tout ça.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à ce que ça soit enseigné de manière plus large, on va dire en collège-lycée, ou est-ce qu'il vaut mieux éviter pour pas que ça prenne le pas sur justement la technique du dessin Le danger du numérique, c'est qu'on peut parfois faire très rapidement des rendus qui feraient professionnels et qui sont en fait complètement vides. Et on peut se rassurer avec Photoshop sur ton niveau. Voilà, on peut mentir en fait avec ces outils-là parce que c'est bête, mais quand nous on a commencé, il n'y avait pas ça. Alors quand on voulait faire un aplat, on sortait sa gouache et on n'y arrivait pas. Donc, parce que tirer un bel aplat, c'était un apprentissage de l'usage du pinceau. Et on a appris à servir de nos pinceaux en essayant de faire des aplats. Alors qu'aujourd'hui, un aplat, c'est le truc le plus simple du monde à faire. Et il y a, moi, je vois souvent passer, alors il y a des gens qui nous présentent des dossiers, des jeunes qui voudraient, et ils m'apportent des choses très mal dessinées, avec des couleurs pimpantes, mais c'est très mal dessiné, quoi. Et les couleurs pimpantes les rassurent, alors que derrière, leurs personnages, ils ne tiennent pas. En effet, les proportions changent de case en case. Un coup, il a la tête comme ça, un coup comme ça. Enfin, des erreurs, là, vraiment basiques. En bande dessinée, quand on adopte un réglage de type de personnage, on doit le tenir de case en case, à peu près, quoi. Donc, il faut se méfier. C'est ça qui est dangereux avec les outils numériques au départ. Alors, les patrons de la Silicon Valley, certains emblématiques, comme Steve Jobs, on a été à interdire les tablettes à leurs gosses. Parce qu'en fait, le pré-mâché informatique, ils avaient l'impression que ça allait empêcher d'acquérir les savoirs les plus complexes et qu'on allait rester à la surface au lieu d'être dans le creux. Et c'est vrai que le dessin, avec un crayon sur un bout de papier, c'est le centre du centre du centre. C'est pour ça que ça devrait toujours être la chose qu'on travaille. Tout le reste s'agglomérera d'autant plus facilement. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va commencer à modéliser à l'âge de 12 ans sur des logiciels de 3D ne va pas acquérir éventuellement une avance prodigieuse sur les gens qui vont commencer à 17 ans. Il n'y a pas de doute. Et ça va peut-être faire de lui même un grand modélisateur. Mais un jour, s'il n'a pas fait de dessin, il va pleurer de ne pas avoir fait de dessin. Parce qu'il va arriver, il va taper dans les murs de cette technique, qui est une technique qui s'arrête au mur de la modélisation 3D. Et d'un seul coup, il va vouloir faire autre chose que du figé, et il va essayer de dire « Ah, j'aimerais bien quand même avoir une sorte de fluidité là. » Et là, d'un seul coup, ce sera ce moment-là où il aurait fallu avoir d'autres bases qui sont absentes, et réapprendre ces choses-là à 20 ans, à 25 ans, au moment où on a un peu rempli l'espace que nous permet une pratique. Il y a un risque. Après, moi je suis un geek historique. Mon premier ordinateur, il avait 16 K de RAM. Des 1980, 16 K de RAM. Machine hyper puissante, tout le monde l'envie. 16 K de RAM, vous avez ça dans une montre aujourd'hui, je pense. Enfin, une montre normale. Donc, moi, les outils informatiques numériques, j'ai toujours essayé d'utiliser pour dessiner, donc ça ne m'a jamais empêché. Mais là, aujourd'hui, on a des logiciels qui font un peu le travail à notre place et qui peuvent laisser à penser. Par exemple, il y a un logiciel d'illustration qui s'appelle Painter. Alors, Painter, quand on a Photoshop, on prend un crayon, on a une espèce de trait tout carré, c'est moche. Quand on prend Painter, on prend l'outil aquarelle, par exemple, on fait flash et on a un joli truc en aquarelle. Alors les gens qui ont utilisé l'aquarelle dans la vraie vie savent que ça fait des taches d'eau, quoi. Et que pour avoir quelque chose de beau avec de l'aquarelle, c'est une sorte de miracle. Je ne sais pas si toi tu l'as maîtrisé. Moi, il y a des endroits où je l'ai, mais quand je vois quelques amis qui la maîtrisent vraiment, qui arrivent à faire une vue de Paris sous la pluie en 12 coups d'aquarelle, je fais waouh! Et c'est des milliers d'heures pour arriver à cette compréhension de l'aquarelle. Et ça se fait, pour être honnête, sous Painter en 1h30, quoi. Il y a un problème quand la machine fait les choses à notre place. Or, ça donne l'illusion qu'on maîtrise, alors que ce n'est que la machine qui maîtrise. Et tous les gens qui apprennent trop avec des machines tout de suite, n'ont aucune personnalité dans le dessin. On a vu ça en illustration avec une mode qui était le speed painting, où avec les outils numériques, les gens faisaient très rapidement des rendus d'illustration. Et il y a une génération sur un site qui s'appelait Café Salé, qui s'est un peu grillé là-dedans. Il y a 10 vedettes qui en sont sorties, et tous les autres, ils avaient à la fin les mêmes rendus, parce que les outils numériques avaient pris le dessus, et on n'en a pas croisé beaucoup. Et c'était très prometteur, parce que c'est vrai que tout de suite, à 15-16 ans, ils nous sortaient des choses qui épataient. Et en fait, moi, je ne les ai pas rencontrés depuis, ces gens-là. Ça a été un bout de génération perdue. Là. Je pense qu'il y a 300 personnes, 400 personnes qui auraient dû donner quelque chose et qui finalement se sont éteintes dans les outils numériques. Donc je pense quand même que ça, c'est dangereux. Voilà. Surtout si vous utilisez l'outil numérique pour exactement ce qu'il fait. Encore une fois, la modélisation 3D, par exemple,
c'est un vrai exercice en soi, mais il ne faut pas le pratiquer que ça, de la même manière qu'il ne faudrait pas faire que du dessin, évidemment. Du modelage. Voilà. Faire de la modélisation 3D, en effet, se dire qu'à côté, on va aller faire manipuler de la glaise, c'est la meilleure idée du monde. Parce que alors là, alors que c'est censé être la même chose du volume, mais là, ça se creuse, et l'accident de la glaise est l'opposé absolu de l'accident de modélisation 3D. Voilà. Rien qu'à les compléter, puis alors, si on fait de la glaise, on finit très vite par avoir des problèmes de dessin. Parce que finalement, voilà, quand on fait de la sculpture sur Terre, on se retrouve avec des problématiques de dessin, donc on se retrouve à faire des croquis de dessin à côté pour solidifier son truc avant, et donc on revient au centre. C'est pour ça que, voilà, si j'ai bien compris, il fait beaucoup de modélisation 3D, mais il faut nourrir autour de tout ça parce qu'autrement, ça peut être... on peut atteindre très vite à des endroits un niveau assez spectaculaire, mais si on n'est que là-dessus... Encore une fois, alors oui, j'en parlais tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout, mais durer dans les carrières artistiques, ça c'est un autre exercice que d'y rentrer. Parce qu'il faut tenir faut rester passionné toute sa vie. Donc il faut déjà, en effet, ne pas s'ennuyer, c'est un premier exercice. Et puis après, faut trouver en permanence du travail toute sa vie, ne pas devenir un ringard de son domaine, ce qui arrive à beaucoup de gens, hélas. Alors, c'est pas un désastre au sens où il y a des activités connexes qui apparaissent autour. Moi, une bonne partie de mes enseignants étaient des gens qui s'étaient, je m'en suis rendu compte un peu, qui s'étaient un peu lassés de leur pratique, mais qui nous les ont très bien apprises. Donc voilà, il y a une partie une partie des producteurs, des gens qui deviennent... il y a une partie des gens qui travaillent dans les maisons de dessin animé qui étaient des gens qui au départ étaient plutôt du côté artistique et qui finissent par... Voilà, c'est pas non plus un... Encore une fois, d'autant plus qu'on est bien formé, on arrive à se décaler. Mais ça, c'est comment durer dans un métier artistique, ça, elle est là, la vraie magie. Voilà. Oui. Oui. Alors l'explication, en fait, c'est très ancien, c'est chez Disney. C'est vrai. Chez Disney, en fait, on considérait que c'était les métiers en fait les moins bien payés, qui étaient donc les plus précaires, qui étaient soi-disant, c'était plus valorisant d'être le dessinateur et l'animateur. Donc c'était des métiers qui étaient donnés aux hommes car mieux payés. Et puis les armées de ce qu'on appelait les traceuses gouacheuses, en fait, c'était le métier où il y a l'animation qui est faite en rough, donc en croquis, et il y a une personne derrière qui va ce qu'on appelle la cliner, donc la redessiner à la ligne claire, et ensuite ce dessin qui est dessiné à la ligne claire, à l'époque où c'était sur des cellos, en fait, on redessinait sur des papiers transparents le personnage. Donc ça, c'était les traceuses gouacheuses qui faisaient ça. Donc il fallait qu'elles soient nombreuses, c'était très répétitif, donc c'était moins bien payé, et en fait c'est des métiers qui ont été donnés aux femmes. Voilà. Et à partir de là, il y a eu, on a continué en fait à faire que les métiers valoriser ceux qui allaient être sur les développements, sur le scénario, la narration, le board, la création des personnages, des décors, etc. C'était des métiers masculins. Et les métiers féminins, ils allaient plus justement sur la trace, la couleur, voilà, les petites mains. Voilà. Et encore, moi, je pense que maintenant, ça s'équilibre. Là, c'est assez étonnant. La série sur laquelle je suis, c'est une réalisatrice. J'ai fait 2 séries en 20 ans où je suis tombée sur 2 séries où c'était une réalisatrice à chaque fois. Autrement, je suis dans une équipe que d'hommes. Voilà, tous les décorateurs, même le décor couleur, c'est un homme. Voilà, donc en fait, moi je suis dessinatrice au trait et je me retrouve dans des équipes finalement très masculines parce que voilà, c'est les métiers qui comptent. Mais ça commence un peu à s'équilibrer. Il y a 20 ans, dans ma classe au Gobelin, on était 20, on était 4 filles.
dans une classe de 20. Et alors les postes aussi de réalisatrices ou de storyboardeuses, qui sont voilà, plus... voilà, les copines ont mis beaucoup plus de temps à arriver sur ces métiers de réalisatrice ou de storyboardeuse que nos copains de la promo, qui étaient peut-être même moins bons, parce que alors au diplôme, à la fin du diplôme, et ben, eux, ils sont arrivés plus vite sur ces métiers. Voilà. Oui, on a un peu la même chose dans la bande dessinée. C'est vrai qu'historiquement, les premières femmes qui sont arrivées dans le milieu de la bande dessinée, c'était surtout les épouses des dessinateurs qui les aidaient en faisant les couleurs de leur planche. Donc parfois, elles n'étaient même pas payées pour ça, en fait. C'était vraiment des assistantes, elles aidaient leur mari, donc c'était très bien comme ça. Et après, ça a vraiment été un revenu complémentaire au foyer, donc ça a continué à être assez mal payé. Et c'est toujours le cas aujourd'hui où les coloristes sont toujours au moins à 80% des femmes, mais elles sont toujours moins bien payées. Et parfois même pas considérés comme des auteurs sur les albums. Souvent, c'est le scénariste et le dessinateur qui sont les auteurs. Quand je suis entrée dans le métier en 98, je suis entrée chez les Éditions Soleil, il y avait à peu près 200 auteurs. On était 2 femmes auteurs. J'étais scénariste, il y en avait un scénariste, et puis ça s'arrêtait là. Il y avait vraiment très peu de femmes dans le métier en dehors des coloristes. Maintenant, ça a un peu changé. Votre génération qui va entrer dans le métier, il y a à peu près 50% de filles, 50% de garçons. Donc ça s'arrange, mais effectivement, on voit toujours beaucoup plus d'équipes masculines, totalement masculines, que d'équipes totalement féminines ou des choses comme ça. Ça reste encore, il y a encore beaucoup de progrès. En plus, la bande dessinée, c'était plutôt un genre pour garçons. C'était en plus destiné aux jeunes garçons, donc on présuppose que déjà que les femmes ne peuvent pas écrire pour les garçons, voire que de toute façon, ça ne les intéresse pas. Oui, puis bon, c'était les garçons qui lisaient, donc c'est les garçons qui deviennent auteurs. Chaque génération d'artistes a été formée par la précédente. Donc quand ça s'adresse à un secteur, c'est pour ça que les schémas ont tendance à se reproduire. Mais il y a un vrai gros changement, c'est vraiment... Il y a un vrai gros changement. Après, il ne faut pas imaginer que parce qu'on est dans des métiers artistiques, les gens seront plus ouverts ou moins machistes qu'ailleurs. Ils ne sont pas plus que dans d'autres domaines, mais ils ne sont pas moins non plus. Vous aurez les mêmes problèmes, il y a des problèmes de harcèlement. Enfin, il y en a peu, heureusement, vous aurez des problèmes de harcèlement, des problèmes hiérarchiques entre les hommes et les femmes, comme il y en a dans tous les autres métiers. Vous ne voyez pas que ce soit particulièrement privilégié parce que c'est un métier artistique. Oui, c'est même assez étonnant parce qu'on peut avoir un imaginaire que c'est des métiers où il y aurait plus de progressisme. Et en fait, les schémas de la société se reproduisent de manière un peu désespérante partout. C'est les mêmes personnes progressistes, c'est les mêmes, je vais dire gros connards, mais quelque partout. Je peux vous raconter des expériences, mais toutes les femmes du métier ont de très bonnes expériences et de très mauvaises expériences avec des collègues. Il y a chez en bande dessinée, il y a un collectif des créatrices contre le sexisme. Il s'est monté il y a quelques années. En dessin animé aussi. Parce qu'on a constaté qu'à Angoulême, sur tous les grands prix qu'il y a eu depuis le début du festival, il y a eu seulement, je crois que c'est une seule femme. Et que même parmi les candidats qui étaient proposés à l'élection, il y avait, je crois que c'était 50 candidats, il y avait 2 femmes. Ah bah, il y a un an où il n'y avait pas une seule femme. Et tout ce que vous avez répondu, c'était parce que les femmes n'étaient pas entrées dans l'histoire de la bande dessinée. Donc elles n'avaient pas leur place, elles ne pouvaient pas concourir au Grand Prix par définition. Voilà. Donc le collectif s'est monté là-dessus pour protester justement contre ce... Jeanne Satrapi et Pénélope Bagieux n'existent pas. Par exemple, voilà. Ni Claire Bretéché, ni... c'est toutes les cités. Voilà, donc rien n'est gagné, bon, tout ça bouge, tout ça avance, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des histoires de génération aussi, c'est vrai qu'on sent quand même, heureusement, à chaque génération montante, les garçons sont quand même de plus en plus conscients qu'ils ne sont pas des êtres supérieurs. Non mais ça... Moi, dans ma génération, il y a encore pas mal de machos, j'en croise au moins dans les trentenaires, j'en vois assez peu, je veux dire, dans la BD. Il y a beaucoup de machos inconscients, en fait. Oui, alors, le pire du macho, c'est celui qui ne le sait pas, qui croit qu'il respecte les femmes parce que les femmes sont des êtres respectables. Enfin, comme le genre de discours comme ça qu'on entend. Mais j'ai des amis femmes. C'est ça. Bon, la chose à retenir, c'est que c'est ni pire ni mieux qu'ailleurs. Voilà. C'est mieux comme les autres. Il faudra aussi vous battre plus que les garçons. Je ne sais pas si c'est pareil dans le milieu de l'animation, mais le milieu de la BD, c'est un milieu qui est assez... où les auteurs sont des hommes issus de la classe moyenne, blancs, sans handicap, hétérosexuels. Voilà, il y a un peu cette norme-là. Donc si vous êtes une femme, ou si vous êtes homosexuel, ou si vous êtes handicapé, ou si vous êtes noir ou asiatique, vous sortez de la norme. Donc il faut faire un pas de côté. Donc il y a des gens qui vont apprécier que de voir des gens qui sortent de la norme, mais il y a aussi des atavismes
qui font que bah, il y a la même chose en dessin animé. ouais. C'est pareil, oui, c'est très normé comme ça, très français moyen. Oui. Ouais. Ça peut être un avantage, Denis a raison. En même temps, voilà, quand Claire Wenning elle a débarqué avec son dessin qui envoyait la patate, elle s'est fait une place au soleil assez rapidement en fait, parce que chez les éditeurs et tout, c'était un peu genre, oh, on voit cette nana, quoi. Donc ça peut être un avantage, mais c'est clair que en fait c'est un avantage si on est très doué en fait, parce que là on devient un peu la contradiction exceptionnelle, etc. Voilà, si on est dans la moyenne et majoritairement tout le monde est dans la moyenne, on doit malheureusement un peu plus faire ses preuves toujours. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Voilà. Sachant que j'espère vraiment tout laisse à penser quand même que ça s'améliore. Votre génération devrait encore moins subir ça, je pense, si tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Savoir si vous avez eu des expériences à l'étranger ou pas. Alors dans la bande dessinée, on est traduit, nous, déjà en termes d'expérience à l'étranger. Toi, tu es traduit en 15 langues. Mais bon, c'est des expériences qui sont assez limitées, c'est pour la traduction, parce que c'est nos éditeurs qui s'en occupent, en fait, qui prennent contact avec des éditeurs étrangers qui vendent nos productions. Et on a un droit de regard sur ce qui est traduit. Alors dire si les BD en slave ou en polonais ou en portugais sont bien, est-ce que les dialogues sont respectés, j'aurais beaucoup de mal à le dire. Bon, je peux dire si la maquette est jolie, si on respecte globalement l'esprit des albums. Ça ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, moi, dans le jeu vidéo, je continue à faire du jeu vidéo par passion, en tant que conception. Et je fais partie d'un studio qui est réparti dans le monde entier. On a des gens de partout. Donc là c'est un vrai projet international qui était au départ plutôt canadien et qu'aujourd'hui, voilà. Et ça, c'est assez magique parce que là, il y a des confrontations culturelles assez étonnantes qui se passent là. Mais c'est... D'abord, si on veut voir du pays, c'est des métiers où on peut voir du pays. Aujourd'hui, pour un Français, aller travailler chez Marvel, c'est possible. Dans ma génération, c'était... Quand nous, on a été publiés avec nos séries chez Marvel, c'était juste impensable. Aujourd'hui, on connaît une dizaine de copains qui travaillent chez Marvel, qui font des comics super-héros, qui font... Voilà. Moi, j'ai fait des couvertures pour Marvel il n'y a pas longtemps. Enfin, si je veux faire des couvertures pour Marvel, je décroche mon téléphone et j'en fais tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment... et dans les dessins animés, c'est pareil, on sent bien qu'il y a une internationalisation des productions. Moi, j'ai pas eu l'occasion de travailler à l'étranger, mais il y a plein d'autres d'amis ou collègues qui sont partis à l'étranger pour travailler. Mais par contre, les productions, elles sont vraiment internationales. Souvent, on a les scénarios en anglais, parce que la production se fait d'abord en anglais, voilà, et pas du tout. Et c'est ensuite que c'est traduit en français. Les voix sont d'abord en anglais, les voix témoins, etc. Les premiers rushs qu'on regarde, c'est tout en anglais en fait. Il faut qu'il y ait une notion d'anglais. Oui. Valérie, tu écris souvent tes scénarios en anglais? Pas souvent, heureusement ça pour moi, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. ça m'est arrivé pas mal. Je travaille avec un dessinateur serbo-croate. En ne parlant pas serbo-croate et lui ne parlant pas français, j'écris le scénario en anglais. Ouais, ça fait partie de la formation continue dont parlait Denis, qu'il n'y a pas que les nouveaux logiciels, il y a aussi une nouvelle langue éventuellement, une nouvelle manière de faire. Faire de l'anglais, c'est vraiment devenu important. Ça, c'est le genre de détail auquel on ne pense pas, mais sans être bilingue parfaitement, mais pouvoir lire un texte en anglais, répondre à un email en anglais, c'est... mais ça devient de plus en plus fréquent. Bon, on va peut-être... Vous avez d'autres questions? Sauf s'il y a d'autres... Vous avez épuisé, ça y est. questions. Je vais peut-être vous demander de terminer avec deux petites questions que moi j'aimerais vous poser. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Et est-ce qu'il y a un moment, quand vous travaillez, est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière, ou un moment peut-être dans les jours, dans la journée, où vous vous dites, je suis vraiment contente d'avoir choisi ça, ou que ce métier-là m'a choisi? Quand je reçois mes livres, que j'ouvre la caisse et que je découvre l'album fini, je trouve toujours un moment de plaisir. C'est toujours un nouveau bébé que je vois, et ça me réjouit toujours autant. Oui. Et si c'était à refaire, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait? Le dessin, je crois. On va te débarrasser de ces crétins de dessinateurs. C'est pas
toujours facile, hein, de travailler avec des Non, dessinateurs. c'est un point qu'on a assez peu abordé, mais c'est vrai que les relations humaines entre collaborateurs, c'est toujours des relations humaines, donc c'est toujours très complexe. Donc, parfois, vous avez la chance de travailler avec votre meilleur pote et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je sais pas. Et parfois, vous vous fâchez avec ce meilleur pote, et là, c'est finalement le travail qui détruit votre relation, et ça peut être assez compliqué à gérer. Quoi. Mais, c'est ce qui fait la complexité aussi et la richesse du travail. Et moi, de mon côté, non, je suis toujours... Enfin, tous les matins, je me réveille avec plein de choses dans la tête à faire, la banane, et c'est le plus important, c'est de se dire que chaque matin, s'endormir déjà en se disant, tiens, oui, demain je vais faire ci et ça, et je vais avoir tel dessin, ou je vais partir sur tel projet, ou, voilà, et se lever, non, donc quelque chose à changer ou à refaire. Non. Après, effectivement, peut-être quand on regarde dans le détail, on se dit ah oui, tiens, à un moment donné, j'ai eu telle opportunité, et puis finalement, j'avais ça sur le feu, donc j'ai plutôt choisi ça. À un moment donné, par exemple, j'avais envie de faire plus de la stop motion et de la marionnette, et puis j'avais pris contact avec, j'étais allée à Prague, en République tchèque, voir les studios, parce qu'eux, ils sont vraiment spécialistes de la marionnette, et puis j'avais rencontré Gary Bardin, qui était... dans les années fin 90, vraiment le réalisateur de stop motion et de marionnettes russes. Et j'avais pris contact, et puis bon, finalement, j'étais partie sur un autre projet, je suis pas allée là-bas, ça s'est pas fait, mais voilà, mais c'est pas un regret, voilà, c'est un autre chemin. Ça reste dans les cartons. Ça reste dans les cartons, voilà, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Pareil, je sais pas. C'est toujours difficile de se dire qu'on aurait changé quelque chose, parce que si on est heureux là où on est au moment où, ça peut dépendre de tous les aiguillages qu'on a pris avant. Donc, si, il y a un truc, en fait, c'est idiot, il aurait fallu au départ consacrer toute mon énergie à faire des clones. Et comme ça, avec tous ces clones, j'aurais pu faire tout le reste. C'est ça. Mais bon, je pense que c'est le temps de mettre au point le clonage humain, ça aurait été quand même un peu long. Mais voilà, le seul regret, il est toujours là de ne pas avoir pu faire tout ce qui est passé par la tête. C'est... Ça faut dire que c'est vrai que le dessinateur, c'est un petit peu regret rarement. Enfin, je ne connais pas de collègues qui regrettent de ne pas être allé bosser à la poste au lieu d'être dessinateur. Oui, oui. Même si c'est parfois très difficile. Et même tous ceux qui échouent, parce qu'il y a des gens qui échouent, on voit des gens en ce moment, là c'est dur en BD, qui sortent de ces métiers-là. J'en ai jamais entendu un sortir en disant métier de con, j'aurais jamais dû faire ça. Non, ils sont malheureux de devoir parfois reprendre des métiers un peu plus plan-plan, etc. Ça n'est que du regret de ne pas pouvoir continuer et jamais d'être passé par là. Ouais. Et c'est des choses qui, toute leur vie, je connais quelques-uns qui ont arrêté depuis 10-15 ans, on les croise sans entendre des salons de BD. Et ils continuent à venir comme ça, ils sont contents de revoir des anciens collègues, même si eux ont dû quitter, et puis ils disent toujours ah, ça aurait été bien de pouvoir continuer, etc. Et tout. J'ai lu ton bouquin, là, voilà, j'ai jamais entendu un dire qu'est-ce que j'ai donné à cette... Pourquoi j'ai donné tout ce temps à cette art-là. Ce qui est étonnant, parce qu'il y a d'autres métiers où on voit ça, hein, quand les gens quittent. Voilà. Donc c'est que c'est quand même, voilà, les règles, même si on échoue finalement à faire ça sur le long terme, les récompenses qu'on a eues au moment où on l'a fait valaient déjà le coup de le faire. Bon, ça, c'est répondre aux deux questions en même temps. C'est super fort. C'est vrai, je n'ai pas fait exprès. Ouais, voilà. Bon, merci à vous d'être venus. Merci à Hélène, Valérie et Denis. Et donc rendez-vous demain, ça continue.